dédié les Nishmat, Yehuda Ben Penina, qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Il envoie la consolation à toute la famille. Alors il y a une Gemara dans Kiddushin qui ramène un passage comme ça. Ma it onen Adam Chai. De quoi est-ce qu'il se plaint un homme vivant? Et Rachid l'explique sur place. Ma itraem Adam alkol akorot abaim elav. Qu'est-ce qu'il murmure un homme sur tous les événements qui lui arrivent? Achar achesed she'ani oseimo she'natatilo chaim. Après la bonté que je fais avec lui, que je lui ai donné la vie. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Ouais. Maïtonen Adam Chai, de quoi il se plaint un homme vivant? Vous connaissez le thème ou non? Non. Non? Je fais ce que je veux alors. Alors, c'est la joie. Ça se voit pas, je sais, mais c'est la fatigue. Alors, Maïtonen Adam Chai, de quoi est-ce qu'il se plaint un homme vivant? En vérité, ce passage, c'est tout un programme. C'est une lecture, c'est une posture, c'est une manière d'approcher la vie qui est très très importante, qui fait qu'on vit un événement d'une certaine manière ou d'une autre manière. Et ça, c'est très très important, ça s'appelle le contexte. Et dans le contexte, il y a le texte. D'ailleurs, quand vous enlevez le texte, ça change complètement la compréhension. C'est-à-dire que tous les événements qu'on vit, on les vit avec une certaine approche, avec un certain état, un certain moral. Les gens me disent, oui, vous savez, il a fait une dépression. J'attends avant de me dire pourquoi. Dites-moi comment il était avant. Oui, il était déjà fragile, il était déjà interné 2 fois. Ah bah, ouais. Après, il dit, ouais, celle-là, elle a fait une très grosse bêtise. Oui, d'accord, mais comment elle était? Ben, ouais, mais elle manque de confiance en elle, elle sait pas ce qu'elle veut, elle n'arrive pas à se décider. Bon. Après, lui, il est dans les vitamines illégales. Ok, mais il a un bon rapport avec son père, hein, il aime bien les études, est-ce qu'il arrive à prendre des décisions? Non. Donc en réalité, il y a toujours un contexte à un événement. Donc en réalité, la vraie question, c'est pas exactement qu'est-ce qu'on va vivre. Parce que genre les Bezrat Hashem, qu'Hashem fasse, qu'il protège, les mezuzot, les tefilines, le mikvé, tout ça, c'est bien, il faut le faire. Mais il ne faut pas croire que ça va éviter les événements. Parce que les événements, ils sont mis à Shamaïm, ils sont déjà écrits dans la réalité, dans le mazal, depuis avant la naissance. Donc la question, c'est pas est-ce qu'on va vivre ou on va pas vivre des choses. Parce que le programme, il est déjà posé, le bon Dieu l'a déjà écrit. Ouais. La question, c'est comment on va le vivre. Est-ce qu'on va le vivre avec force, avec faiblesse? Est-ce qu'on va le vivre avec recul ou avec choc? Ça va dépendre de nous. Donc en résumé, tu ne peux pas décider quelle va être la liste des événements que tu vas vivre, mais tu peux décider quel genre de personne va l'accueillir puisqu'il se trouve accessoirement que c'est toi. Est-ce que je veux dire ou non? C'est pour ça qu'on travaille toujours sur la personne. Les gens, Chaz Shalom, Simsilenu, Loralenu. Encore ce matin, une madame, elle me disait, oui, vous comprenez, ma fille, elle est très influençable. J'ai dit, écoutez, votre fille, elle a 23 ans. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'elle est influençable. Le problème, c'est qu'elle est influençable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le problème, il ne vient pas de l'extérieur. Le problème, c'est qu'elle n'a pas développé une personne, une autonomie, un moral, une force de caractère, une décision, une religion acquise pour pouvoir dire non. Donc si elle suit le problème, c'est pas qu'elle a des influences. Le problème, c'est qu'elle suit les influences. Et si elle suit les influences, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient, qui rentre et qui prend possession. Comment il prend possession parce qu'il y a quelqu'un? Donc s'il peut rentrer dans la vie de quelqu'un et prendre possession de la vie de quelqu'un, c'est qu'il n'y a personne dedans. Quand vous rentrez dans une maison, vous squattez. Il y a des gens qui squattent le cœur des autres. Il y a des gens qui squattent la tête des autres. Il y en a qui squattent l'argent des autres. Il y en a qui squattent la femme des autres. C'est du squat. Ouais. Mais comment ils ont pu venir? Encore une fois, c'est ça le problème. Quand les gens me disent, regardez ce qui se passe, Chaz Shalom, c'est honteux, après 20 ans de mariage. Je dis, écoute-moi, les années, ça ne veut rien dire. Hein. Moi, ce qui compte, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez construit le couple, il y a de la communion, il y a de la communauté, il y a de la communication, il y a de la compréhension, il y a du dialogue, il y a de l'investissement. Non, 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 non. Alors, Baba, sur l'agenda de ta femme, il y a écrit, servez-vous, qu'est-ce que je te dis? Ils sont fous, les gens. Ouais, c'est pareil. Je dis, oui, mais mon fils, il a fait l'école juive. Mais l'école juive, il y a maths, français, anglais, Gemara. Et il n'est pas scolaire. Donc, dès qu'il est lâché un petit peu, à 500 km de chez lui, en école de commerce, à Lille, eh ben, il rencontre ce qu'il ne faut pas. Il dit, mais comment c'est possible, mon fils? Mais comment tu te rends compte? Tu avais le premier prix de Mishnah en 4e. La Mishnah, c'est vieux. Mais la réalité, elle est là. Et l'autre, elle a des valeurs morales incroyables.
une ouverture d'esprit, je t'en parle pas. Et lui, comment il va faire? Le petit Nia qui n'est jamais sorti de son cocon. Et le cocon, ça produit ou un co ou un... Voilà. Donc ça veut dire qu'on est obligé de construire l'enfant pour toutes les situations possibles. On est obligé de construire le couple pour toutes les situations possibles. On est obligé de construire sa personne pour toutes les situations possibles. Parce qu'il y aura des tempêtes, il y aura des catastrophes, il y aura des ouragans, il y aura des crises, il y aura des dépressions, il y aura des changements de situation, il y en aura. Il faut arrêter, chazve shalom, simsilenu, l'oralenu. Mais arrête, prépare-toi. Au pire, tu es trop musclé. Au pire, tu as un couple qui est trop fort. Un couple qui est très très fort. Parce que comment vous mesurez la force de quelqu'un, vous savez ou non? Vous savez? C'est le recul qu'il a par rapport à une réalité. Plus le choc il est direct, plus ça prouve qu'il n'y avait pas de système de protection. Même un couple qu'il arrive quelque chose, ils sont solidaires, ils se regardent, ils disent bon ok, un dépôt de bilan, allez, on gère. Un enfant malade, allez, on gère. Mais si ça les déstabilise complètement au niveau personnel et au niveau du couple, ça veut dire qu'en vérité c'était un château de cartes leur couple. C'est pas normal. 20 ans, vous savez ce que c'est 20 ans? Ou un quart d'heure, moi un curé, je le rends en 20. 20 ans, tu sais ce que tu peux faire en 20 ans? En solidarité, en compréhension, en investissement, en remise en cause, en travail des midotes, en proximité, en promiscuité, en compréhension, en évolution intime. Tu sais ce que tu peux faire en 20 ans? C'est énorme. Tu as presque pris perpète. Même les gens qui prennent 20 ans, aujourd'hui, on les relâche à 11 ans. C'est même si tu t'engages à travailler avec ton couple 20 ans, dans 10 ans, tu es large, tu es bien. Mais le problème, c'est que les gens sont paresseux. Ils sont paresseux, pour pas dire blatins. C'est qu'ils attendent qu'il y ait une catastrophe pour faire un bilan. Ils attendent que le feu il a presque consumé toute la maison pour appeler les pompiers. Pourquoi on n'a pas l'intelligence d'anticiper, alors que tous les ans on répète dans Pirkei Avot, tu les lis pourquoi? Pour faire du bruit, pour faire de l'ambiance, pour le kiddush qui est juste après. Non, tu as compris que le chacham, le sage, c'est celui qui voit l'avenir. Moi avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé, que Hachem fasse qu'elle ne soit jamais veuve. J'en peux prendre une bracha aussi, hein, c'est indirect. Vous n'avez jamais entendu cela? Bon, c'est une nouvelle. Alors, nous, on était à peine jeunes mariés, on lisait les bouquins de Françoise Dolto, les bouquins sur le Chinour, les bouquins sur... On était des malades. J'ai dit, attends qu'on ait un bébé d'abord. On avait peur. On avait peur d'arriver et de ne pas être prêt. On avait peur. Et des méthodes d'Oman, des trucs goy, des trucs juifs, des Feuerstein, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et les gosses, ils étaient petits comme ça, ils n'étaient même pas nés, des embryons d'espoir de grossesse. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi on l'a fait à l'époque, parce qu'on n'avait pas vraiment besoin. Moi, j'étais à fond dans le limoud, elle travaillait, on n'avait pas vraiment besoin, mais on a eu cette intuition de dire, il faut être prêt. Il faut être prêt. D'accord? Et être prêt, ça veut dire qu'on a construit le terrain, on a préparé. C'est pas style quand l'avion il va pour atterrir que tu dis il faut enlever les maisons pour faire la piste d'atterrissage. Mais t'es malade, il va atterrir. Donc on fait les travaux bien avant. Donc l'enfant il va arriver. Comment l'avion il va arriver? Il va voir, tout est installé. Il y a un papa, il y a une maman, il y a deux adultes, il y a des gens qui ont travaillé leur midot, il y a des gens qui sont solidaires, qui vont avoir une seule voix, un seul discours devant l'enfant. C'est pas que maintenant qu'il est là, on s'engueule, on s'insulte, après on va voir le rave, alors il dit il faut pas s'engueuler devant les enfants, ah c'est difficile, vous la connaissez pas, la moitié folle. Et ouais, jusqu'à quand? Pendant ce temps-là, le gosse il enregistre, c'est une caméra, 125 millions de pixels, avec un capteur sélectif. C'est que quand vous faites du bien, il le voit pas tout de suite, mais quand vous faites une erreur, il le capte. Parce qu'on se ça, il dit regarde, t'as le droit de mentir, regarde ton père, il ment. Regarde, t'as le droit de t'habiller avec une mini-jupe, regarde ta mère comment elle s'habille. Et toi, tu dis, mais ma fille, c'est un sourd, tu sais dans quelle école tu es? Qu'est-ce qu'elle va dire la rabbinite? Il s'en fiche de la rabbinite, parce qu'elle te voit. Bon, monsieur, donc c'est pas quand ils ont 16 ans et 17 ans de dire, comment on va expliquer à mon fils que c'est pas bien, comment expliquer à ma fille que c'est pas bien. Mais là, mais à 1 an et demi, à 2 ans, tu baisses les yeux, tu vas dans ton lit, tu cries pas, tu casses l'ambiance au kidouche, tu vas dans ton lit. À 3 ans, tu claques la porte, tu sais qui c'est ton père. Tac. Tu baisses les yeux, tu écoutes, tu obéis d'abord, après je t'explique. Ça commence très tôt.
Maintenant, si ça commence très tôt chez l'enfant, je vous ai déjà expliqué 1 million de fois que d'éduquer l'enfant qui est devant toi, c'est la même chose qu'éduquer l'enfant qui est en toi. Donc tu dois te demander quand est-ce que tu vas commencer ton éducation personnelle. Tu veux le mettre ici, là, ça va? Ah, ça va là-bas? Certain. En vérité, toute sa vie, elle est faite pour que on fasse sa construction personnelle. Ce que les Khamim appellent le tikkun. C'est quoi le tikkun? Tu viens avec des plus, avec des moins. Tu viens avec un Nisayon, tu viens avec un type de Yetzirara, tu viens avec un Yetziratov, tu viens avec un climat familial. Et les choses, une partie que tu as hérité de tes parents par génétique, une partie que Hachem t'a inscrit dans ta Neshama, une partie qui vient de ton milieu, et il va falloir travailler avec. Maintenant, à la naissance, on te donne un diamant brut, et à 120 ans, tu vas présenter un diamant taillé. Vous suivez ou... Voilà. Maintenant, le diamant taillé, il a des facettes. Comment on dit des facettes en hébreu? Panim. Panim, c'est au pluriel, parce qu'il y a plusieurs facettes. Mais le problème, c'est que panim, c'est la même lettre que pnim. Et pnim, c'est intérieur. Donc, est-ce que ton visage, il est l'expression de ton intériorité, ou est-ce que ton visage, il est pluriel parce qu'il est la résonance de tous les miroirs des regards des autres qui sont en face de toi? Vous suivez ou non? Ça veut dire que ça s'appelle l'opportunité. Là, tu t'adaptes. Quand tu es avec le Rav, tu peux... Au Hachem, le Man Hachem. Quand tu es avec tes copines, allez, on s'éclate, allez, on se met toute nue. D'accord? Quand tu es avec ta belle-mère, mamie, mamie, mamie. Quand elle n'est pas là, qu'elle crève, qu'elle meurt. Donc, tu vois, bon, j'exagère, mais si peu. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as trop de facettes. Tu es trop pluriel. Tu es tellement pluriel que même toi, tu ne sais pas quitter. C'est pour ça qu'elle t'a quitté d'ailleurs. Parce que tu ne sais pas quitter. Donc l'idée, c'est ça. Toi, tu n'es jamais parti parce que tu ne sais pas quitter non plus. Tu n'arrives pas à quitter. Bon. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que Hachem, il va envoyer, en résumé, l'école, c'est la vie. Le programme, c'est la Torah. Le proviseur, c'est Hachem. Les exercices, c'est les épreuves. Les camarades de classe, c'est les gens qui t'entourent. Et le professeur de travaux dirigés qui donne les exercices pour que tu puisses acquérir le programme, c'est Yetzirara. C'est pour ça qu'il s'appelle Yetzirara. Ouais. Le mauvais penchant. Et que le Midrash, il appelle Tov. Bien. Pourquoi? Parce que le Yetzirara, quand tu le subis, il t'emmène au Guéhinam. Et quand tu l'utilises, il t'emmène au Gan Eden. Mais c'est le même. C'est pour ça que les placements à risque rapportent plus que les placements qui ne sont pas à risque. Vous prenez un livret A, il vous rapporte rien du tout. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que quand vous, à la fin d'année, vous voyez les bénéfices, vous dites A. D'ailleurs, au début, ça s'appelait le livret Chlet. Les gens disent Chlet, c'est ça les résultats. Ah, tu veux des résultats? Tu veux des 2%, 3%, 5%? Il faut prendre des risques, quoi. Des placements à risque. C'est exactement pareil. Ce qui te fait changer, oui, ce qui te fait changer, c'est ce qui te met en risque. Par exemple, il y a des couples, ils ont trouvé la solution du shalom, ils ne se parlent jamais. Ou alors ils ont fait une liste des sujets tabous, donc ils ne parlent de rien. Pourquoi? Parce que la difficulté dans le couple, c'est la confrontation. La confrontation, c'est quoi? C'est de mettre l'un en face de l'autre les différences. Maintenant, les différences, il faut les assumer. Quand tu ne les assumes pas, il y en a pour le shalom, il dit, écoute, tu sais quoi, il vaut mieux pas qu'on en parle. Même pas qu'on parle d'argent, parce qu'on ne parle pas de la famille, on ne parle pas de la race, les Marocains, c'est tombé. On ne parle pas des loisirs, parce qu'on n'a pas du tout la même chose. On ne parle pas de la culture, parce qu'on n'a rien à voir. Alors, on parle de rien. Mais en vérité, le sujet dont on parle, on s'en contre-tape. C'est seulement une opportunité de faire de la confrontation. La confrontation, c'est ce qui fait qu'on se fusionne. Quand on fusionne, on fait un. Mais comme on ne commence même pas par le début, rappelez-vous, communiquer comme commun, comme un. Maintenant, si on n'a rien en commun, c'est normal qu'on n'arrive pas à faire un, au moins comme un. Maintenant, il n'y a pas de différence entre la confrontation avec l'autre qui fait que tu peux te rapprocher de l'autre, la confrontation avec l'enfant que tu peux être sur la même longueur d'onde, et la confrontation avec toi-même. C'est que même avec toi-même, il faut communier. Vous suivez ou... Ouais. Et quand tu vas communier avec toi-même, ce qu'on appelle savoir qui on est, se connaître, bon, les Chachamim appellent Toho Kebaro.
Et tu sais à l'intérieur, quand c'est toi, quand c'est pas toi, quand c'est Yetzirara, quand c'est de la mauvaise volonté, quand c'est de la bêtise, ou au contraire, quand c'est de la sincérité, quand c'est de l'amour, quand c'est de la haine. Si tu n'arrives pas à faire ce bilan de toi-même pour avoir rendez-vous avec toi-même, le pire qui peut t'arriver, c'est pas de ne pas être religieux, c'est que tu n'as pas vécu ta vie. J'arrive. T'as compris l'idée ou non? Ça veut dire que la personne, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre la Torah. Vous pouvez essayer avec autre chose. Hein. Donc, on voit le résultat qu'ils ont atteint. Alors que nous, on a créé des centaines de millions de tzadikim. Le Harizal, il dit que sur un versant de une montagne de Sfat, il y a 1 200 000 tzadikim gmourim. Et c'est le Harizal qui dit ça, c'est pas le guide Michelin. Ouais. Maintenant, l'idée, on a le programme, on a les outils, on a les recettes, mais il faut le travail. Les gens ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas. Et c'est normal, parce que monter la montagne, ça sera toujours plus dur que de se laisser aller au fond d'un canapé moelleux. Donc le laisser aller, ça sera toujours plus facile que les efforts. Le problème, c'est que les efforts, encore une fois, c'est la confrontation. Et c'est les efforts qui rendent fort. D'ailleurs, on le dit, tu es fort. Tu es fort, oui, ça s'écrit T-U, E-2-F-O-R-T. Parce que quand tu écris T-U-E-S-F-O-R-T, il y a le E. Et le E, c'est la réflexion, c'est la questionnement, c'est l'intérêt, c'est la motivation. Enlève tout ça. Enlève-toi. Tu es fort. Toi, il est fort. Oui, toi, Jane, moi, Tarzan. C'est tout, il n'y a pas d'intermédiaire. Moi, les gens ils me demandent, mais comment vous faites, Rav Chetrit, une ville par jour, 250 000 km par an, plus que les taxis, ouais, et des décalages horaires. Et moi, il me dit, mais voilà, vous allez à Los Angeles, 12 heures de vol, vous arrivez, vous faites cours en sortant de l'avion. Qui c'est qui veut faire ça? Un professeur, normalement, il prend 2 jours pour se remettre les esprits. D'accord? Alors moi, je réponds toujours la même chose. Moi, je réponds que, premièrement, j'ai les brachot des gens qui prient pour moi. Et deuxièmement, c'est que quand tu as vu ton père 11 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion. Vous comprenez ou non? C'est-à-dire qu'on a vu nos parents travailler, vraiment, pas comme nous, genre j'étais toute la journée au magasin, j'ai pris la tête. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as joué avec ton téléphone. Il y a eu 2 clients, qu'est-ce que t'as fait? En fait, tu fous rien. Tu sais, ils demandent les 35 heures, mais avant qu'ils arrivent au 17. Donc en fait, on fout rien. Et si déjà on fout rien dans le magasin, tu crois qu'on fait quelque chose dans les midotes, que c'est encore plus dur? Tu crois qu'on fait quelque chose dans le couple, que c'est encore plus dur? Pour ça, c'est ça, Ata Gibor. Ata Gibor, ça veut dire tu es fort. Tu es fort, ouais. Ça veut dire tu es fort. Et si tu dis j'arrive pas, c'est normal parce que l'effort tue. Maintenant, pourquoi l'effort tue? Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut mourir pour être quelqu'un de bien. C'est marqué. En Torah niknit el abemi shememi tatzmo alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Qu'est-ce qu'il a dit à Avimelech? Velibi halal bekirbi. Libi, mon cœur. Halal est un cadavre. Ouais. C'est pas un niveau de cache-route, halal. Non. Velibi, mon cœur. Halal, c'est un cadavre, une charogne dans mon bekirbi en moi. Ouais. C'est marqué que Hachem Karov le Nishber élève. Hachem est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire qu'Hachem, il aime les dépressifs. Non. Parce que lève, ça veut dire quoi lève? Le cœur. Mais levav, les cœurs. Donc levav, c'est au pluriel. Mais lève, c'est au singulier. Maintenant, pourquoi on dit Ve'avta et Hachem Elokecha bechol levavecha? Tu aimeras l'Éternel de tes cœurs, de tous tes cœurs, parce qu'on dit Yetzara, Yetzara Tov. Mais lève, quand il est seul, des fois, ça veut dire Yetzirara. Vous me suivez ou non? Donc, quand c'est marqué Hachem, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé, c'est Hachem est proche de ceux qui ont brisé leur Yetzirara. Veli bir halal bekirbi, David Amelech, il a dit, moi, mon Yetzirara, halal, c'est un cadavre, je l'ai fracassé. Maintenant, le problème, c'est que la seule manière de faire exister le jeu, le moi, c'est de tuer Yetzirara. Sinon, le vide n'existe pas, il va prendre ta place. Il va prendre la place, Rabotai. Moi, je vous dis, il y a des gens, d'ailleurs, c'est les 3 quarts, c'est pas qu'ils ont du Yetzirara, ils sont le Yetzirara. Tel point, ils sont prévisibles.
Ouais, ils font le contraire de ce qu'il faut, ils réfléchissent avec la tête tordue, ils voient le mal partout, ils s'entêtent, ils se braquent, ils sont négatifs, ils sont... mais dis-moi, jamais ton Yetzirah, il te laisse la liberté d'être positif? Ah, de toute façon, tu me saoules avec ta religion, tu me prends la tête, on dirait que tu parles au Satan. Il a réincarné le Satan. Et c'est normal, pourquoi? Vous prenez cette bouteille, vous la voyez ou non? Imagine, elle est pleine. Vous la videz, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Alors vous allez dire, c'est Dieu. Hachem, il a que ça à faire, il remplit les bouteilles. Ouais. Vous allez dire, non, c'est la nature, parce que la nature n'aime pas le vide. Donc dès que vous enlevez l'eau, l'air, il rentre. Après, il y a les gens qui sont athées, qui sont brels, ils vont dire, non, c'est rien. Ça s'appelle l'air de rien. Et il y en a qui va répondre, logiquement, il va dire, c'est le mec qui a enlevé l'eau. Le gars qui a enlevé l'eau, il a mis l'air. Vous suivez ou non? Le mec qui a enlevé l'eau, il a mis l'air. Là, tu dis, c'était pas la peine de venir de... Bon, là, ça fait bizarre de dire un quart d'heure, parce que normalement, c'est plus loin. Mais, en vérité, moi, je ne parle pas au premier degré. J'ai arrêté quand j'avais 9 ans. Donc, celui qui a enlevé la confiance, c'est lui qui a mis les soupçons. Celui qui a enlevé la vérité, c'est lui qui a mis le mensonge. Celui qui a enlevé l'amour, c'est lui qui a mis la routine. Celui qui a enlevé l'enthousiasme, c'est lui qui a mis l'arma. Donc vous avez compris que le Yetzirah, il rentre parce que soit la personne qui est dedans est sortie, on dit en français j'ai perdu la tête, j'ai perdu l'esprit, soit parce qu'il n'y avait personne dedans, parce que le jeu il n'a pas été construit. Donc si je n'ai pas construit un jeu fort, un jeu clair, un jeu qui se connaît, et c'est ça le respect de soi, la maîtrise de soi, la confiance en soi, la connaissance de soi, la peinture sur soi, la cravate en soi. Si je n'ai pas fait le travail, eh bien il n'est pas fait. Alors faites-moi de plaisir, arrêtez de faire la queue pour lire les résultats des efforts non effectués. Arrêtez d'être choqué des résultats non obtenus sur un travail non fait. Arrêtez. Arrêtez de dire, mais je comprends pas, Rav, ça fait 20 ans. C'est 15 ans de Sarah Torah. Alors? Je dis alors, il y a eu du travail ou non? Non, il a été à l'école, il est revenu. Ok, alors. Mais il a travaillé, il a intégré. T'as senti un moment que c'est devenu son problème à lui, qu'il a fait une vraie teshuva, qu'il a pris sur lui, qu'en dehors de l'école, il a étudié, que tu l'as vu qu'il s'est remis en cause, qu'il a été demandé pardon. Tu l'as vu ou non? Non. Bonjour, au revoir, bonjour, au revoir, bonjour, au revoir. Eh ben, une plante verte, elle bouge. Tu peux lui poser une question. Est-ce qu'elle a un problème existentiel? Une plante verte. Elle n'en a pas. Donc si tu vois pas que l'enfant, il a pris son autonomie existentielle, de dire papa, arrête de payer les cours particuliers, je vais faire le boulot, ça veut dire qu'il, pour l'instant, il est porté par le courant. D'accord? Et si l'autre, il continue à s'énerver parce qu'on l'énerve, il s'est jamais demandé, mais je comprends pas comment ça se fait que je m'énerve parce qu'on m'énerve. Ça veut dire que l'autre, il peut atteindre mon système nerveux. Ces gens, ils me disent, vous savez, je suis pas nerveux, hein. Mais quand on m'énerve, je m'énerve. Je dis, ok, mais tes nerfs, ils sont à l'intérieur de ta moelle épinière. Ta moelle épinière, elle est à l'intérieur de ton squelette. Ton squelette, il est à l'intérieur de tes muscles. Et tes muscles, ils sont à l'intérieur de ta peau. La peau, c'est la dignité. Les muscles, c'est les midotes. Le squelette, c'est la structure mentale. Et le système nerveux, il est dedans. Comment tu peux me dire comment l'autre, à l'extérieur, il peut atteindre ton système nerveux? Donc, ça veut dire que tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de midote et tu n'as pas de structure mentale. Alors, il faudrait peut-être commencer à reconstruire tout ça. Et j'ose pas dire construire, je dis reconstruire pour pas que tu déprimes. Parce que les gens, ils se rendent pas compte, oui, ils se sont choqués de voir qu'à 40 ans, ils sont pas construits. Et tu veux la preuve? Tu n'as pas besoin de faire une analyse ou là de faire 10 ans de psy. Non, tu te regardes, tu regardes tes réactions. S'il y a une question de 40 ans, tu réagis comme un gamin de 15 ans, c'est que tu as 15 ans. C'est facile. D'ailleurs, toi-même, même tes copains, ils disent, écoute, tu as vraiment réagi comme un gamin. C'est comme si ton fils de 14 ans, il s'énerve, il se parle mal. Oui, il fait sa crise, il veut sa place, monsieur le patron. Et toi, samedi après-midi, tu parles pas comme ça à ta mère, et pas vous frappez les deux sur le canapé. Tu prends la photo, le mec, il a 34 ans, le gosse, il a 14 ans, ils sont en train de se frapper sur le canapé. Je dis, mais vous savez ce qu'il a dit? Jamais mon père, il aurait truqué, il aurait supporté. Tu as 34 ans, tu t'es battu avec un gamin de 4 ans.
d'accord, de 14 ans. C'est comme si toi, tu es en haut d'un immeuble de 34 étages et il y a un gars en bas en train de s'exciter. Alors, tu n'entends pas ce qu'il dit, il y a 34 étages. Et où il y a 20 étages. Et il y a un copain à toi qui rentre dans l'immeuble, il arrive en haut, il dit, tu sais, le gars qui est en bas là, il est en train d'insulter ta mère. Ah bon? Il insulte ma mère? Qu'est-ce que tu fais? Comme tu es quelqu'un de raisonnable, tu vas chercher un frigo américain, tu le jettes. Après, tu fais 8 ans de prison pour meurtre involontaire. Parce que le juge, il a dit que le fait d'avoir jeté un frigo, ça avait jeté un froid. Maintenant, tu as compris, les 20 ans, les 20 étages, c'est les 20 ans de différence. Donc le gosse, il est loin, t'entends même pas ce qu'il dit. C'est un bébé, c'est un excité. Mais si ça te touche tout de suite. Ça touche dans ta susceptibilité, dans ta maroquinerie, dans ta tuniserie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le même âge que lui. Alors, tu peux me dire comment lui, il a son âge, c'est normal, il est né il y a 14 ans. Mais comment toi, à 34 ans, tu peux avoir 14 ans mentalement? Alors je te dis, Ezeu Gibor, à Kovesh et Titzro, qui c'est l'homme fort, celui qui maîtrise son Yetzerara. Donc on n'est pas fort, on devient fort. Et Gibor, ça vient de Gever. Et Gever, ça veut dire quoi, Gever? Un homme. Donc Gibor, c'est pas Kung Fu, c'est pas Rambo. Ouais. Un homme, c'est un homme qui se maîtrise. C'est ça un homme. C'est-à-dire c'est le degré de maturité que tu mesures. C'est pas l'épaisseur des biceps et la capacité à tuer 14 personnes avec un seul pistolet, comme les héros des enfants dans les jeux vidéo. Non, Gibor, ça veut dire que tu entends quelque chose qui te dérange, tu gardes la maîtrise. Ouais, tu vois quelque chose qui te fait mal, tu prends du recul. Tu gères combien la tristesse elle rentre, tu gères combien la peur elle rentre, tu gères combien la déstabilisation du Satan elle rentre. Si tu gères pas, baba, c'est-à-dire que tu es une boule de billard et le Satan il tient la canne. Et en 4 bandes, il t'envoie au Gehinam. En 3 bandes, il te fait divorcer. En 6 bandes, il te met en dépression. En 14 bandes, il t'envoie à la santé. Parce qu'il t'a dit, fais une embrouille, fais un truc. Et c'est vraiment des bandes. C'est les bandes au billard. Parce que la Gemara elle dit que jamais le Yetzirah, il te fait fauter comme ça. Asekar, ve asekar. Asekar, ve asekar. Asekar, ve asekar. Haché avoda vodazara. Ouais, le Yetzirah, il vient, fais cela. Et à la fin, tu fais vodazara. Donc il ne va pas te dire, sois Mehal el Shabbat. Non, il va te dire, sois négligent, n'apprends pas l'étude, néglige tes affaires, fais un dépôt de bilan, rebelle-toi contre Hachem, soi-disant c'est de sa faute, et comme tu n'as pas la Torah en référence, tu vas parler avec un copain, et le copain il dit, alors si tu existais, il t'aurait fait ça, et tu fais Avodazara. C'est que lui, c'est un pédagogue. Il suit une démarche pour t'amener à devenir un brel. Même si tu étais prédisposé parce que tu t'appelais Jacques. Maintenant, chaque réalité que tu vis, si vous croyez en Dieu ou non? Oui. On est entre nous, vous pouvez être sincère. Chaque réalité qu'on vit, ouais, il dit le Chovot Alvavot, elle est divisée en deux, Yetzara et Yetzeratov. Le bien, le mal. Ouais, l'autre bouche, il disait l'axe du mal, l'axe du bien. Les autres, ils disent la tendance négative, la tendance positive. D'accord? La tendance à construire, la tendance à détruire. Le yin et le yang. Tout le monde est d'accord que la réalité, elle contient les deux. Maintenant, vous avez compris que la seule différence, c'est que la tendance positive, elle est passive. Et c'est à toi de la mettre en branle et de la mettre en mouvement. Mais la tendance négative, elle est active. Donc, si tu ne prends pas en charge ta réalité, lui, il va la prendre en charge. La preuve, c'est que quand quelqu'un il fait une bêtise et que vous l'attrapez, la première chose qu'il dit, c'est quoi? C'est pas moi. Déni de responsabilité. Après, vous lui prouvez que c'est lui. Il dit oui, c'est vrai, mais c'est à cause de toi. Transfert de culpabilité. Ouais. Et après, quand vous lui prouvez qu'il a quand même 50% de responsabilité, puisqu'il était sur la photo, qu'est-ce qu'il dit? C'était plus fort que moi. Encore un déni de responsabilité. Alors, je rappelle pour les gens qui ont dépassé le CM2 que je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels, mais c'est est un pronom déterminant impersonnel. Et vous faites l'analyse psychiatrique de la phrase, qui est utilisée par beaucoup de gens. C'était plus fort que moi. Donc, commencez par la fin. Moi, c'est moi. Plus fort que moi, c'est qu'il y a un truc qui est plus fort que moi, en moi. C'était, c'est le verbe. Et c'est le sujet.
comment le sujet il peut être impersonnel. Ça veut dire qu'il y a un truc en moi, plus fort que moi, qui n'est pas moi, que je reconnais qu'il est en moi et qui me fait faire à moi des choses que moi, je pense que c'est pas bon pour moi, mais je les fais quand même. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il ne faut pas faire tes choix. Il faut consulter. Parce que là, tu es presque schizophrène. Là. Alors, en français, on appelle ça se prendre en main. Tu à partir de maintenant, moi j'avais 14 ans, j'ai levé les yeux comme ça, j'ai dit Hachem, je veux plus que ma vie, ça soit des réactions. Je veux que ce soit des décisions. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Réaction, c'est réaction. Vous parlez français, non? Réaction. Donc il y a une action et il y a une réaction. Maintenant le problème, c'est que si tu es propriétaire de l'action, tu es propriétaire de la réaction. Mais si l'action vient de l'extérieur, donc toi, tu subis l'action, donc tu es en réaction. Donc tu me pousses à travailler, je bosse. Tu me pousses pas, je fous rien. Tu me parles mal, je me vexe. Tu me dis rien, je suis bien. Maintenant, tant que tu es en réaction, ça veut dire que tu n'es pas maître de ta vie, puisque tout ce que tu vis, c'est toujours par le biais et l'initiative de quelqu'un d'autre. Donc toi, tu es un objet et l'autre, c'est une personne. Donc il faut que tu prennes en charge l'action pour gérer la réaction. L'action, c'est qui? C'est le jeu intérieur. Je veux. Ça, c'est un test facile. 95% des jeunes de 15 à 21 ans, quand ils te disent « je fais ce que je veux », tu leur dis « écoute mon amour, il n'y a pas de problème, je t'aime. Rien que dis-moi, c'est qui le jeu ?» Elle va dire « c'est moi. » Je dis « c'est qui toi ?» Elle dit « tu me saoules avec tes questions. J'ai pas les nerfs. Rien. Prends le temps de m'expliquer c'est qui le jeu. Jusqu'à l'âge de 15 ans, tu ne savais même pas que tu existais. À 15 ans, tu as éclaté un bouton d'acné. Hop, à ce moment-là, tu as compris qu'il y avait quelqu'un dedans. Manque de peau, elle était prise en charge par le sexe opposé. Et tu es rentré pour les garçons, l'obsession sexuelle de rencontrer l'orifice nécessaire. Pour la fille, le regard de l'autre, l'attention, la bien sûr. Alors quand est-ce qu'elle a eu le temps de construire le jeu? Donc quand tu dis je fais ce que je veux, où il est le jeu? Il y a là-bas. Vous avez compris ça? Pour ça, j'avais fait ce cours. Vous pouvez tous le regarder, même les parents. Hein. Ça ne vous fera pas de mal. J'ai plein de parents qui l'ont écouté pour leurs enfants et c'est les parents qui me demandent un programme. C'est très intéressant. Ça s'appelle cours à faire visionner à vos ados. Vous l'avez vu celui-là ou non? Non? Sortez un petit peu. Sortez. Il n'y a pas que la yeshiva. Orthodoxe. Donc vous allez sur YouTube. Vous tapez Ben Chetri. Il y a une chaîne. Déjà, vous êtes déjà enchaînés déjà. Et dedans, il y a un cours qui s'appelle, même sur Google, vous tapez cours à faire visionner à vos ados. Vous le cliquez, vous allez tomber sur la chaîne, vous le regardez avec vos enfants. Vous allez gagner 15 ans de rinour. Au moins 3 redoublements et peut-être Hazvé Shalom, 1 ou 2 avortements. Non, je dis, encore ce matin, la personne, sa fille, elle est tombée enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle s'ennuie. Elle a dit, bon, ça va me donner un but dans la vie à la fin de bébé, comme si toi t'achètes un vélo, tu vois. C'est tellement les gens, ils sont nia, ils croient que leur corps, c'est une commode à tiroir, il faut remplir les tiroirs. Mais non, c'est pas une commode à tiroir. C'est un ordinateur qui n'a pas été organisé, qui n'a pas été, comment on dit avec une carte? Programmé, j'ai oublié. C'est pas grave. Maintenant, si c'est ça, ça veut dire que quand je vais aider encore une fois l'enfant à se construire, c'est parce que moi j'ai déjà fait ce travail avec moi-même. Quand je vais aider mon mari à se construire, c'est parce que moi j'ai déjà fait. Quand je vais aider ma femme à se construire, c'est moi ce que j'ai déjà fait. Mais qu'est-ce qu'ils font les 3 quarts des gens? Ils se construisent pas et ils passent leur vie à essayer d'éduquer l'autre. Mais comment tu peux pas éduquer? Donc tu peux te servir de l'autre pour légitimer le fait que tu n'es pas construit parce que tu étais tellement occupé à faire évoluer l'autre que tu n'as pas pensé à évoluer toi-même. D'abord tu commences par toi. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, moi je prends l'avion 1 ou 2 fois par semaine, donc je les connais par cœur les consignes, d'accord? Donc en cas de perturbation atmosphérique, donc pensez à mettre le truc chez l'autre avant de le mettre chez vous. Ouais, le gaz d'oxygène, le masque. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle doit savoir qu'à un moment ou à un autre, elle va être amenée à se confronter à une réalité. Maintenant, quand la réalité, elle va arriver, ça sera un peu tard de se demander si je fais tchouva ou si je fais une thérapie. Il faut le faire avant. Maintenant, fais-le quand ça va bien. Pourquoi tu attends de le faire quand ça va mal? Que non seulement tu n'as pas le moral, mais en plus de ça, tu n'as pas le temps. C'est comme les couples, par exemple, c'est un truc très bizarre. Souvent, les gens, ils t'appellent
pour essayer de changer quand l'autre n'y croit plus. Quand l'autre il dit c'est fini, j'ai plus de patience, j'ai plus d'espoir, j'y crois plus. D'un seul coup, le mec ou la femme, elle t'appelle, écoute, Rabbi Chétrine, j'ai compris, j'ai un mauvais caractère. Maintenant, je vais changer, je vais arrêter de le faire aller aux toilettes, je vais arrêter de la saouler, je vais arrêter de... Mais pourquoi maintenant que l'autre n'a plus d'espoir, tu te réveilles? Comme si l'Yetzirara, il t'a laissé faire le brel et épuiser. Et quand il n'y a plus rien, il te lâche. Comme il te lâche, tu reprends conscience. Et comme tu reprends conscience, tu dis à l'autre, mon amour, je vais changer. La fille, elle dit, Baba, tu ne fais pas une commande après que la société, elle a fermé. Donc les gens malins, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent le couple quand il y a encore de la savlanoute, il y a encore de la patience, il y a encore de l'amour, il y a encore de l'espoir. Mais toi, tu as usé le réservoir d'espoir, tu l'as raclé le fond. Il n'y a même pas des vapeurs d'espoir. Ouais. Et tu dis, ça y est, je suis prêt à changer, je vais aller voir le Rav, je vais aller voir un psy, je vais aller voir... Mais chérie, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Il ne faut pas se marier tout seul. Donc moi, je vous donne un conseil. Tant que les enfants ils sont petits, travaillez sur vous. Tant que vous êtes célibataire, construisez-vous. Parce que tout ce que vous n'avez pas construit en tant que célibataire, de toute façon, n'ayez pas peur, vous allez l'épouser. Parce que tu t'étonnes après que l'autre, il a exactement les défauts que tu ne supportes pas. Mais c'est normal, parce que ce que tu fuis, c'est ce qui te rattrape le premier. Alors tu dis, bon, je ne l'ai pas fait en tant que célibataire, j'étais immature, j'étais nul, j'étais pas capable. Ok, c'est pas grave, je vais le faire en tant que couple. Et là, dans le Shalom Bayit, allez, on y va. Allez, je travaille la patience, je travaille les coups, je travaille la finesse, je travaille le chesed. Je suis un radin, je travaille la chesed. Je suis une hystérique, je travaille la patience. Parce que comme tu es hystérique, on va t'envoyer un mari qui t'énerve. Il faut que tu règles ton problème de patience. Comme si tu es radin, on va t'envoyer une dépensière. Tu vas devenir fou. Toi, tu fais les 5 boulangeries pour trouver celle qui a un centime de moins. Et elle achète une paire de bottes qui n'est pas à sa taille parce que c'était une affaire Akbal qu'elle a les pieds qui rapetissent. Je lui dis, mais t'es complètement folle. 800 € les bottes? Eh bien, toi, tu me dis toujours que ça va me faire une belle jambe, mais effectivement, Donc, pourquoi ça te rend fou? Ça te rend fou parce que tu n'as pas acquis cette capacité à accepter l'autre. Donc, le bon Dieu, il va te mettre à l'épreuve jusqu'à ce que tu acceptes. Donc, tu as compris que la femme, c'est l'apprentissage de l'homme, et l'homme, c'est l'apprentissage de la femme. Maintenant, les deux, quand ils ont travaillé, ils vont être capables d'assumer ce qui va naître de l'enfant. Et l'enfant, c'est quoi? C'est le résultat des deux. Donc, ce que tu n'as pas travaillé personnellement, ce que tu n'as pas complété au niveau de ton couple, tu vas l'accoucher. Quand il est devant toi, tu ne peux pas dire qu'il ne vient pas de toi. Donc, il y a une partie qui vient de toi en tant qu'homme et une partie qui vient de toi en tant que femme. Les deux vont regarder le résultat. Vous dites, écoute, il est hypersensible comme moi. L'autre, il dit non, il est entêté comme moi. En vérité, il a les deux. Maintenant, l'entêtement que tu n'as pas réglé quand tu étais célibataire et que tu n'as pas réglé quand tu étais marié, maintenant, tu vas être obligé de le régler en tant que parent. Parce que qu'est-ce qu'il va dire le psychologue ou le Rav? Il va dire, écoutez, essayez de vous mettre à sa place, essayez de le comprendre, essayez de trouver les mots. En vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas régler le problème chez toi pour pouvoir le régler chez lui. Ça va? Donc ça veut dire que toute sa vie, on fait son travail. Toute sa vie. Ça ne s'arrête pas. Et si vous allez dire, peut-être qu'un jour, on voudrait que ça s'arrête, on voudrait se reposer, mais il va venir le repos éternel. C'est des endroits, vous pouvez y aller, c'est libre d'entrer. C'est marqué partout. Ici repose, ici repose, ici repose. Tout le monde se repose là-bas. Mais ce monde-ci, il n'est pas pour le repos. T'as vu Yaakov, Vayeshev Yaakov, il s'est reposé, la dalba de Yosef. Il n'y a pas de repos ici. Et si vous allez dire, la vérité, je suis déjà fatigué, rien que d'y penser. Vous m'avez découragé. Mais écoutez bien, quand vous montez un escalier, vous savez que l'escalier, il a une caractéristique spéciale. C'est qu'il a un côté raide et un côté plat. S'il n'y a que des côtés raides, ça s'appelle une falaise. S'il n'y a que des côtés plats, ça s'appelle la Belgique. Donc, un escalier, il y a toujours un côté raide, un côté plat. C'est comme ça qu'on grandit. Maintenant, quand une épreuve elle est trop grande, alors qu'est-ce qu'on fait? On la séquence. La séquence, le séquençage de la difficulté s'appelle l'escalier. C'est pour ça qu'on ne fait pas passer le bac aux enfants de 8 ans.
on les fait passer par les séquences. D'accord? CP, CE1, CM1, CM2. Dans les 3 quarts des trucs, c'est de la répétition. Parce que le temps que ça rentre, c'est beaucoup plus long que le temps de l'apprendre. Et bien, c'est exactement pareil. La vie, c'est des séquences. Maintenant, la séquence effort, elle coûte. D'accord? La séquence plate, elle repose. Donc, tu te poses avec ton mari, tu dis, regarde mon amour, tu vois toutes les marches, tu dis, regarde tout le chemin qu'on a parcouru. Déjà au restaurant, vous êtes assis en train de parler tous les deux, vous voyez, ceux-là ils sont la gueule, ceux-là ils ont la tête dans leur assiette, ceux-là ils invitent 14 copains, comme ça ils n'ont pas besoin de se rencontrer. Tu dis, bah au Hachem, on a fini, c'est ouf, on a avancé. Donc le fait de monter, ça te permet en te retournant de voir le chemin parcouru. Très important. Et deuxièmement, c'est un système auto-stimulant. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand vous montez l'escalier, ça fatigue, mais en même temps que ça fatigue, ça muscle les mollets. Et la musculature des mollets permet de monter. Donc le travail que vous faites dans votre couple, il vous fatigue, mais de l'autre côté, il vous donne un niveau de maturité qui fait qu'après les difficultés sont plus faciles puisque vous les abordez avec maturité. Donc en fait, ce qui te fatigue, c'est ce qui te construit. Il faut juste avoir la patience d'atteindre le résultat. Mais les gens, avant que ça commence, ils disent oh, encore des efforts, encore une prise de tête, encore. Une fois quelqu'un est venu comme ça, il m'a dit en rendez-vous, il m'a dit écoutez, Ramel Chitri, je sais que ma femme elle a insisté pour que je vienne, mais je vous préviens, ne me demandez pas de faire des efforts. Je dis ok, alors je lui dis qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères Pantin, Givat Shaoul? Dis-moi où tu veux être enterré parce que d'après moi t'es mort. Parce que c'est que la mort qui arrête les efforts. D'ailleurs toi-même tu le dis, quand tu dis fais un effort, tu dis non je crois que c'est mort. Alors viens, accomplis-le, comme ça on peut passer à autre chose. Tu dis mais je ne veux pas mourir. Alors si tu ne veux pas mourir, il faut faire des efforts. Maintenant, le fait de faire un effort, ça coûte, mais d'un autre côté, ça donne un résultat. C'est quoi le résultat? En français, ça s'appelle la satisfaction d'être. Donc, tu veux ou non? Parce que tu as décroché la vente, parce que tu as maîtrisé ta colère, tu as finalisé la discussion avec ton enfant. Et bien, la satisfaction d'être, oui, c'est ça la joie. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas exister la joie sans effort. C'est la différence entre la joie et le plaisir. Le plaisir ne demande pas d'effort. D'accord? Tu ouvres le paquet de Candy Planet, tu manges le Candy Planet. Mais si tu veux avoir la fierté d'être ingénieur, c'est 4 ans. Tu veux être chirurgien, c'est 10 ans. Tu veux un mariage construit, c'est 15 ans. Tu veux un enfant éduqué, autonome et tzaddik, c'est 21 ans. À la choupa, tu regardes ta femme, tu dis mon amour, on a bien travaillé. Donc si quand il a 6 ans, tu es déjà fatigué, parce que tu dis il n'y a pas d'espoir, il me fatigue, mais c'est à peine au rodage. C'est que le début, encore et encore. Et si tu veux baisser les bras, l'option n'existe pas chez les parents. Parce que sache qu'un enfant de 0 à 20 ans, si tu ne fais pas d'effort, tu vas les faire de 20 ans à 40 ans. La différence, c'est que tu auras 60 ans. Donc quand tu as 60 ans, ton fils de 40 ans, il va te dire « Papa, tu payes le loyer ». Tu vas lui dire « Mon fils, j'étais soutien de famille à 14 ans. Toi, tu viens à 40 ans me demander de payer le loyer. Je te préviens, papa, tu ne payes pas. Je t'attaque pour non-assistance à personne en danger. » J'ai vu ça, des enfants qui ont attaqué leurs parents en justice parce que les parents ne voulaient plus les assumer financièrement. Après 18 ans. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de goyout qu'il faut avoir pour attaquer ses parents. Il faut vraiment un niveau de goyout. Blainara, vraiment, tu sens qu'il a fait une croix sur son judaïsme. Parce qu'il y a un minimum de reconnaissance quand même. D'accord? Voilà. Mais ça veut dire quoi, encore une fois? Ça veut dire que si on veut la joie, il faut qu'on accepte l'effort. Parce que c'est le fait d'être fort qui donne de la joie. Puisque la joie, c'est un résultat. Par contre, le plaisir, c'est pas un résultat. Ouais. Ça vient tout seul. Tu fais rien, ça vient. Donc comme ça vient, ça construit pas. Maintenant, toi, tu dois décider, est-ce que tu veux avoir du plaisir ou tu veux avoir de la joie? Les enfants, ils veulent du plaisir. Comme j'ai rencontré aussi pareil quelqu'un. Le mec, ça fait 6 ans, il essaie médecine, il essaye le droit, il essaye une pizzeria, il essaye. Il m'a dit, ouais, mais j'arrive pas à m'investir parce que je kiffe pas. Je lui ai dit, mais mon fils, le kiff, c'est pour une pizza. Le kiff, c'est pour une ambiance. Le kiff, c'est pour un après-midi au ski. Le kiff, c'est pas pour le travail. Donc, si tu cherches un travail où tu kiffes, étant donné qu'il y a toujours une part d'effort dans le travail, c'est que si toi tu kiffes, c'est qu'il y a un autre qui fait l'effort. Vous suivez ou non? Alors, quand tu as 14 ans, tu dis, bon, c'est un gamin, laisse-le s'amuser un peu.
Mais quand tu as 27 ans et que tu as démarré 7 fois un démarrage différent, tu as fait P1, tu as fait première année de droit, première année de pharmacie, première année de calabage, tu crois pas que tu as un problème d'orientation. Non, tu as un problème que tu n'as toujours pas renoncé au kiff, au plaisir pour atteindre la joie. Vous me suivez ou non? C'est dans la tête. C'est comme il y a un groupe de salles de sport en Italie qui s'appelle Polisti. Ça existe en France? Polisti. C'est des salles de sport. Ouais, comme il y a Gymnasport et Transmasport, il y a Polisti. Non, vous ne connaissez pas? Personne ne connaît? En fait, il y a une caractéristique spéciale dans cette salle de sport, c'est que toutes les haltères sont en polystyrène. Mais tout le monde le sait, mais personne ne dit rien. Donc tu vois un mec allongé qui est en train de faire du développé couché à 120 kg, mais en vérité c'est 120 grammes. Il fait ah, ah. Et l'autre à côté, il est en train de faire du truc avec des grosses trucs comme ça. Tu dis wow, c'est au moins 40 kg chacun, mais en vérité c'est 40 grammes. Et l'autre, il est en train de faire comme ça avec 75 kg, en vérité c'est 75 grammes. Mais comme tout le monde sait que l'autre il est en train de baratiner, ils disent rien. Mais tu t'étonnes que dans cette salle de sport, après 10 ans de sport, ils ont des bras comme ça. Tu dis mais c'est normal, c'est du polystyrène. Vous me suivez ou non? Donc si tu étudies la Torah tous les jours, mais tu ne l'intègres pas, ta chokhma ne se développe pas. Si tu étudies du moussard, mais tu ne fais pas le travail sur toi, tes midotes ne se développent pas. Si tu côtoies tes enfants tous les jours, mais tu ne t'en sers pas pour évoluer, parce que comment la différence entre l'élevage et l'éducation, c'est quoi? Ben, un éleveur, il évolue pas. Alors qu'un éducateur, il évolue. Parce que quand tu éduques, tu es obligé d'évoluer en même temps que la personne que tu fais évoluer. Puisque tu t'éduques pour l'éduquer. Donc si tu vois que ton couple, il ne se développe pas, ton relation avec l'enfant, il ne se développe pas, ta relation à Dieu, elle n'évolue pas, au pire, elle dégénère, c'est normal. Parce que les haltères en polystyrène altèrent le muscle. Parce que quelqu'un qui reste au lit pendant 6 mois pour une opération du dos, je peux te dire que le gars, il est obligé de faire une rééducation parce que ses muscles, ils ont fondu. Maintenant, quelle différence entre faire la musculation des jambes et faire la musculation des nerfs, et la musculation de l'intelligence, et la musculation de la Torah, et la musculation du Yetzeratov? Si tu ne fais pas la musculation, tes muscles, ils fondent. Or, tu n'as pas besoin d'augmenter la charge, puisque comme les forces baissent, la charge est de plus en plus lourde. Donc, moins les gens assument, plus ils trouvent que la vie, elle est dure. Même les paresseux, moi je dis toujours ça aux paresseux. Je leur dis, mais si tu es vraiment paresseux, tu devrais bosser comme un malade. Il me dit, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que, imagine, voilà, je te présente ce gars-là. Tu le vois, David, là, ouais. Tu vois, lui, c'est un paresseux. Et je l'ai vu il y a 10 ans. Il m'a dit, ah, je suis paresseux. Je dis, mais c'est dommage parce que tu vas travailler plus. Il m'a dit, ah bon? Je dis, oui. Tu sais ce que tu fais? Tu fais maths sup, maths p, et tu fais 4 ans de finance. Après, tu vas à Londres pour ton stage de 5 ans. Tu prends 30 000 euros par mois. Et après, maintenant, tu ouvres ton groupe d'investissement et tu gagnes ton argent. Et tu le vois, là, il est là, il prend 300 000 euros par mois. Donc, il a crevé pendant 5 ans, 6 ans, maths sup, maths p et 4 ans de finance. Il a crevé 6 ans et maintenant, il s'amuse, il prend ses 300 000. Toi, tu as kiffé 10 ans, tu n'as rien foutu. Regarde l'excroissance de flipper, le détendu de la cigarette, la pause café qui dure la matinée, et maintenant, tu prends tes 1200 euros, Bliainara, ouais, hors charge, c'est-à-dire que quand tu as fait payer tes frais au patron qui t'avance, le bureau, le téléphone et la voiture, il te reste 142 euros. Heureusement que tu as décroché un HLM par miracle, parce que tu as pris celui de ta grand-mère qui est morte il y a 120 ans, et grâce à Dieu, tu t'en sors. Et comment tu te sens? Suicidaire. Donc en fait, le paresseux, il aurait intérêt à être travailleur pour pouvoir glander. Parce que le paresseux, il va travailler 20 fois plus pour gagner ce que le travailleur va gagner en 20 fois moins de temps. Donc raisonne bien que le paresseux, il a intérêt à être travailleur. Vous me suivez ou non? C'est pareil, tu travailles dans ton couple, tu construis. Après, tu rentres à la maison, tu es tranquille. Toi, tu dis, ça me saoule, j'ai pas la tête. Moi, ce qui compte, c'est le boulot. Je kiffe ma télé, j'ai mes copains, je fume mes clopes et mes joints. Et après, tu te retrouves 25 ans de nerfs avec une femme qui te prend la tête. Alors, sois un peu malin. Tu prends les 5 premières années, tu construis bien les bases, c'est solide. Après, c'est facile. Tu rentres, mon amour, mon cœur, ma vie. Comment je peux te faire plaisir? Moi aussi, je veux te faire plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu sois bien. Moi aussi, je veux que tu sois bien. Quand est-ce que tu vas atteindre ça? Vas-y, réveille-toi. Réveille-vous. Vous avez compris ou non?
Donc en vérité, la flemme du travail de couple fait que tu auras encore plus de travail de couple. La flemme de l'éducation fait que tu vas être obligé de t'occuper des enfants quand tu n'as plus l'âge et tu n'as plus la patience. Mais c'est normal parce que tu ne les as pas éduqués. Tu dois les lâcher à la choupa en leur faisant la 8e bracha des Sheva Brachot. Vous savez quelle bracha il faisait Rav Israël Zichron Livracha? Rav Israël de Sarcelles. Il disait c'est quoi la 8e bracha? Il y a chez Sheva Brachot, il y a 7 brachot à la choupa. C'est quoi la 8e? Vous savez ou non? Non? Debarasek. Débrouille-toi. Voilà mon fils. Tu voulais te marier? On t'a fait la yeshiva. On t'a fait les études. On t'a trouvé la fille. On t'a payé le mariage. Maintenant, tu te débrouilles. Ah papa, le loyer. Ah papa, la voiture. Ah papa. Écoute mon fils, tu n'étais pas obligé de te marier tout de suite. Tu nous as saoulés depuis l'âge de 17 ans, alors que ton jean était plus vieux que toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que j'assume ton irresponsabilité? Celui qui n'a pas de da'at, qui n'a pas de conscience, qui n'a pas de maturité, c'est interdit d'avoir pitié. Parce que ta pitié remplace sa conscience. Comme il sait qu'il peut compter sur ta conscience, du coup, il ne développe pas la sienne. Alors que quand tu lui dis crève, il ne va pas t'aimer, hein, mais il va être autonome. Et un jour, il va te dire merci. Il va dire merci papa de m'avoir lâché. Mais le problème, c'est que les parents, ils disent comment je vais le lâcher? Il est jeune encore, il est dans sa tête, c'est un gros bébé. Mais chérie, viens, je t'allaite. Mais maman, j'ai 34 ans. Arrête! Fais plaisir à ta mère. Ben, comment tu veux que quelqu'un que tu entretiens dans l'infantile, il devienne adulte? Moi, mes enfants, mes copains, ils me faisaient la gueule. Ils me disaient, comment tes enfants, tu les laisses partir à les 5 dans la neige, là-bas, ils vont à pied à l'école? Je dis, oui, la grande, 8 ans, elle prend 7 ans, 6 ans, 5 ans, 4 ans, ils y vont. Il m'a dit, bah, t'es méchant, t'es cruel. Je dis, ok. Mais tu vois la différence. À 15 ans, je leur donnais 200 €, ils partaient tout seuls au ski. Ils louaient la chambre, ils louaient le truc. Ils emmenaient un copain d'Aix-les-Bains pour leur prendre la chambre. Ils prenaient le ski, ils revenaient autonomes. Et à 21 ans, agent immobilier. Gros projet, hein, pas les petites khaladades, genre je voulais une cage d'ascenseur que quand vous ouvrez la porte, vous fermez le frigo. Comment veux-tu qu'il soit mature à 21 si tu l'as rendu immature jusqu'à 20 ans et demi? Alors, c'est dur, je sais que c'est dur, mais les voilà, ils sont là. Tu les vois, ils sont grands, ils s'assument, ils gèrent dans la Torah, dans la Igra, dans le mariage, dans les études, dans le travail. Ils gèrent. Quand eux, ils gèrent, toi, tu digères. Quand eux, ils gèrent pas, toi, tu digères plus. Donc, c'est à toi de décider. Ça s'appelle en français l'apprentissage. Encore une fois, je vous donne des exemples avec les enfants, avec le couple, mais c'est toujours, tout ça, ça n'est que la résonance du travail que tu fais avec toi-même. D'accord? Parce que tu dois éduquer l'enfant qui est en toi, tu dois éduquer le couple qui est en toi, parce qu'il y a un côté féminin chez l'homme. Tu dois éduquer le rachat qui est en toi pour qu'il devienne sadique. Tu dois éduquer le flemmard qui est en toi pour qu'il devienne un travailleur. Tu dois éduquer l'idiot pour qu'il devienne intelligent. Donc c'est ce travail qu'il faut faire. Et bien ce travail, il donne ce qu'on appelle la shlemout, et la shlemout, elle donne la joie. Ça va? Maintenant, si toi, tu as des tentations de dire, c'est pas évident, c'est parce que j'ai vécu, vous vous rendez pas compte, c'était difficile à Saint-Brice, dans 800 mètres carrés. J'ai dit, écoute, c'est marqué ici, Ma it onen adam hay. De quoi est-ce qu'il se plaint un homme vivant? Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Ma it raem. Qu'est-ce qu'il murmure? Qu'est-ce qui se plaint? Un homme, alcool, akorot, abaim alav, sur tous les événements qui lui arrivent. Mais c'est la suite qui est intéressante. Achar achesed sheani ose imo. Vous avez un peu des bases d'hébreu quand même. Ani ose. C'est du présent ou du passé? C'est du présent. Chez natatilo. C'est du passé ou du présent? C'est du passé. Vous pouvez me dire comment elle est bizarre cette phrase? Après la bonté que je fais, ouais, avec lui, que je lui ai donné au passé la vie. Parce que où tu mets tout au passé, avec la bonté que je lui ai fait, que je lui ai donné la vie au passé, ou tu mets tout au présent, avec le bien que je lui fais, que je lui donne la vie au présent. Ça va? Mais comment tu mets les deux, présent et passé, dans la même phrase? Vas-y, que j'ai? C'est deux moments différents. Faites attention, ça fait pousser la barbe. Non, je dis ça parce qu'après ils se plaignent, oui, pas grave, j'ai pas d'épiderme. Ah bah, non, je rigole.
Alors, donc c'est ça. En fait, il y a une dimension perpétuelle qui s'appelle le Chesed Hashem. Le problème, c'est que, comme on dit dans la physique quantique, une réalité n'existe qu'en fonction de la conscience que j'en ai. C'est pour ça que les gens qui sont inconscients de leur bonheur, d'être en bonne santé, on est obligé de les rendre malades pour qu'ils se rendent compte de la valeur de la santé. Quand tu profites pas d'une personne qui est proche de toi, eh ben on te l'éloigne, comme ça après tu dis « Oh là là, elle me manque ». Mais elle était là. Vous me suivez ou... Ouais. Quand tu es à l'école, on te dit travail. Tu dis non, tout ça c'est des bêtises, moi j'ai envie de bosser. Après, quand tu bosses et que tu gagnes de l'argent, on te dit c'est dommage, vous n'avez pas été formé, du coup tu es obligé d'aller faire des stages de HEC pour essayer de combler tes manques de gestion, tes lacunes de gestion, que tu aurais dû apprendre à l'époque en gestion à l'école. Donc en fait, ou on apprend avant et on exécute après, ou on exécute avant et on apprend après. Mais à un moment ou à un autre, il va falloir apprendre. La seule différence, c'est que peut-être que tu auras un âge où la théorie, ça va commencer à te saouler, puisque tu es déjà rentré dans la pratique. Moi, j'ai vu des gens qui vendaient 70 000 ordinateurs par jour, et qui sont retournés à l'école, en stage du soir, à HEC, pour apprendre la gestion. Parce qu'ils voyaient qu'ils géraient un chiffre d'affaires incroyable, mais ils ne gagnaient pas d'argent. C'est un problème de gestion. Parce que le petit vendeur, il vend, mais il ne gère pas. Tu dis, regarde la marge, regarde le stock, regarde la redistribution des forces, regarde les prévisionnels, regarde le marché, regarde le marketing. Arrête de me saouler, moi donne-moi la cam. Mais on n'est pas au marché, baba, là. Ouais. Quand tu dois gérer des grands marchés, que tu dois gérer des personnels, et tu dois gérer des prévisionnels, et tu dois gérer des plans de développement sur 10 ans, c'est pas donne-moi là. Le fric est pareil que la paire de chaussures. Donc ça, c'est du long terme, et ça, c'est du court terme. Maintenant, les gens qui sont construits à court terme n'arrivent pas à envisager le long terme. C'est un format. Comme des gens, la femme, elle dit, écoute, je voudrais qu'on parle, il dit, va acheter un sac. Fais-toi plaisir, tiens, prends 1000 euros, va t'acheter un sac. Elle dit, mais chérie, je veux qu'on parle. Va t'acheter un sac. Ça va aller mieux après. Donc ils ne fonctionnent pas dans le même état d'esprit. Parce que, un, il veut travailler sur l'intériorité, l'autre, il croit que l'extériorité va combler l'intériorité. C'est pareil, tu vois que ton fils, il veut te parler. Ne lui dis pas, tiens, prends ta voiture, va faire un tour avec tes copains. Mais il veut te parler. Si ton fils veut te parler, en 2019, si un enfant de 15 ans, il te dit, papa, j'ai besoin de te parler, c'est un miracle. Tu dois remercier Rabbi Meir Balanès et faire le Hallel avec bracha. Parce qu'en général, il veut pas te parler, il pense que tu comprends rien. De toute façon, t'es un vieux, t'es un lourd. D'abord, t'aimes même pas la musique qu'il écoute. Donc, t'es un ostrogoth, t'es un homme des cavernes. Mais si il a l'intelligence de dire, si Hachem m'a envoyé un papa, c'est qu'il peut m'aider, et ça vaut la peine que je lui parle de mes soucis, mais papa, mais je te dis, le Hallel avec bracha. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Mais non, je suis en train de regarder un match, tu crois que j'ai la tête maintenant? Je suis fatigué, parle avec ta mère. Il va pas parler avec sa mère. Parce que là, c'est un père qui veut, parce que père, c'est repère, et mère, c'est ta mère. C'est pour ça que les Tunisiens, ils prennent pas le Maroc le soir de Pessah, puisqu'ils ont l'amertume en face d'eux. Non, c'est une blague. Tu l'as pas vu venir. Pourtant, Douyeb, c'est constantinois. Je sais. Donc c'est ça ce qui est marqué. Ani ose imo, la bonté que je fais avec lui. Ça veut dire que la bonté de Dieu, elle est permanente. Chaque seconde que tu respires. Kola neshama te alelka. Tu trouves une place pour te garer. La banque, elle accepte ton truc. Ta femme, elle te sourit. Ton enfant, il est sérieux à l'école. Il repousse les tentations du dealer. Mais c'est que du chesed. C'est que du chesed. Tu devrais passer ta journée à dire merci, 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 merci. Et qu'est-ce que tu dis, toi? Eh ben, c'est normal. Eh ben, c'est évident. Eh ben, c'est normal. Et c'est évident. Eh ben, je travaille. Et je l'ai mis dans une école juive. Et t'en fais pas, ils sont éduqués. Et j'ai pas peur pour eux. C'est des miracles. Donc, le chesed, il est permanent. Chez Ani, Ose, chesed, chez Ani, Ose, Imo. Mais la référence de ce chesed, c'est quoi? Chez Natati lo Chaim, que je lui ai donné la vie. Et ça, c'est au passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un axe qui s'appelle, il y a un point qui s'appelle j'ai donné la vie, elle est au passé. Mais il y a une droite qui s'appelle Chesed Shani Osimo. Vous me suivez ou... Donc c'est une référence fixe
que j'ai reçu la vie, une référence active et vivante de la bonté de Dieu. Donc, premièrement, tu dis merci parce qu'il t'a donné la vie. Deuxièmement, tu dis merci à cause de toutes les bontés qu'il te donne. Maintenant, si tu me dis, mais quand j'ai dit merci pour les bontés, ça y est, j'ai dit merci pour la vie. Non, non, non. La bonté, la reconnaissance de la bonté de la vie, c'est une référence. Je donne toujours le même exemple. Je m'excuse pour les gens qui ont déjà écouté les cours, mais sachez que moi aussi, j'assiste à tous mes cours. Depuis des années. Alors, j'étais à Strasbourg. Il y a une femme qui vient me voir avant le cours. Elle me dit, Rabbi Chetrit, est-ce que vous pourriez dédier le cours? Je dis, oui, bien sûr. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, c'est pour mon fils. Ah bon, il est malade? Non, non, il est mort. Ah, il est mort? Ah bon. Ok. Il est mort quand? Il y a longtemps? Elle me dit, il y a 2 semaines. Oh là. Et il est mort vieux? Elle dit, non, il a 42 ans. Ah bon, mais il était malade? Non, il n'était pas malade, mais il est né avec une insuffisance respiratoire. Du coup, toute sa vie, il est resté dans un lit, il n'a jamais marché, il n'a jamais parlé. C'était un légume. Et mon mari, il est parti au bout d'un moment. À 18 ans, la sécu, elle a arrêté. Du coup, c'est moi qui m'occupais toute seule. Après, il pesait 60 kilos, c'était pas évident pour déplacer un gosse de 60 kilos à 42 ans. Mais Baruch Hashem, elle me dit comme ça, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Moi, la vérité, je me serais jeté par la fenêtre. Parce qu'on ne t'envoie pas une épreuve que tu ne peux pas supporter. Le chamelier connaît ses chameaux. Le chamelier connaît ses chameaux. Ouais. Il envoie à chacun une charge qu'il peut porter. Maintenant, le chameau a 2 défauts. Premièrement, il refuse sa charge. Deuxièmement, il compare avec la charge de l'autre chameau. Pourquoi il a une femme gentille, lui? Pourquoi ses enfants ils réussissent sans faire d'efforts? Pourquoi s'il ne fait même pas les devoirs, il réussit du premier coup? Comme disait Confucius, Kolwar de Mazalo. Ah, je vois que tout le monde parle anglais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, elle est devant moi, imaginez-moi, je dois faire un cours. Déjà, elle m'a déstabilisé, j'ai la tête à l'envers. Donc cet enfant-là, il n'a jamais parlé, il n'a jamais étudié, il n'a jamais kiffé, il n'a jamais mangé une dafina, parce que des trucs halal dans la bouche. Il n'a jamais vu la mer, il n'a jamais couru sur la plage, il s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant, rien. Mais elle a dit, Baruch Hashem, il a vécu 42 ans. Elle m'a donné une leçon, ouais, qu'en vérité, c'est ce qui est marqué ici. Est-ce qu'il est celui-là? Oui. Chez Ani Ose, chez Natatilo Haïm. C'est-à-dire qu'en vérité, le cadeau, c'est la vie. La base, c'est la vie. C'est que si le bon Dieu t'a donné la vie, t'es vivant, ça y est, il t'a donné ce qu'il devait te donner. D'accord? Donc tout le reste, tu parles, tu manges, tu rigoles, tu rencontres des gens, t'es intelligent, tu lis des poèmes, et tu lis la Gemara, et tu kiffes la mer, et tu rentres dans la piscine, et tu visites le kibbutz, et tu rencontres une fille extraordinaire, et vous faites des beaux enfants. Tout ça, c'est en plus. Vous comprenez ou non? Parce que la référence, c'est la vie, c'est tout. C'est énorme. Les gens, ils font le contraire. Tout ce qu'ils ont, c'est évident, mais ce qu'ils n'ont pas, ça les tue. Ah, je voulais une plus grande maison. Du coup, la sienne, elle est moche. Il y a des gens, par exemple, qui se rendent compte que c'est des femmes qui grossissent en 1 seconde. Il y a des femmes, tu les vois comme ça, tac, 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 et en 1 seconde, elles prennent 42 kilos. Tac! Vous ne connaissez pas? Ça s'appelle la comparaison. Le mec, grâce à sa secrétaire, il s'est rendu compte que sa femme a grossi. Donc en fait, il n'avait jamais fait gaffe. Mais maintenant, elle a grossi en 1 seconde. C'est-à-dire que quand il a pensé à sa secrétaire, il a regardé sa femme, il a dit « mince ». Alors qu'en fait, elle est grosse. Mais avant, c'était sa femme, c'était son cœur, c'était sa vie, c'était la moitié de son corps. Jamais il a regardé en termes de grosse ou pas grosse. C'est sa femme. C'est sa neshama, c'est sa moitié. Ils ont tout fait ensemble. Ils ont démarré à 15 ans et maintenant, hier, j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit, Rabbi Chetrit, ma femme, je l'ai connue, elle avait 12 ans. Il n'a rien fait, le gars, il est sérieux. Mais il m'a dit, à 21 ans, on s'est mariés. Il m'a dit, ça fait 50 ans qu'on est ensemble, on travaille ensemble, on mange ensemble, on fait tout ensemble, on s'adore. Tous les jours, je la vois comme une femme nouvelle. Tu te rends compte de ça? Et l'autre, il s'est marié avec Miss Israël. Et ton nez, il est un peu... C'est un petit peu... C'est pas... Il faudrait essayer de maigrir un peu, là. Il a épousé une poupée gonflable.
avec option silicone. Donc il ne s'est pas marié avec une femme, il s'est marié avec un objet. D'ailleurs, les goïms, ils ont renoncé, ils disent l'objet du désir, carrément. Et la femme, elle se sent bien d'être l'objet. Ça lui fait plaisir. Comment tu me trouves? Tu vois comment tu as vu que il est bien mon portefeuille? Et elle est contente. Et lui, il dit, ouais, t'es superbe. Il amène ses copains, il dit, tiens, tourne-toi chérie, regarde. Ah, regarde, on l'a tout refait. Alors, quel est le résultat? Quelle horreur. Regardez sur lauraleno.com, c'est marqué là-bas. Ouais. La femme, c'est une personne, c'est pas un objet. Donc c'est exactement pareil. Il faut réussir à voir la bonté incroyable qu'Hachem t'a donné la vie. Malheureusement, la valeur de la vie, on s'en rend compte quand on la perd. C'est pour ça qu'Hachem, il était obligé de créer des systèmes d'apprentissage à l'absence. Vous savez, quand une personne est vivante, elle est à 95% spirituelle et 5% physique. Par exemple, vous êtes dans l'ascenseur avec quelqu'un de nerveux, vous êtes nerveux. Vous rentrez à la maison, vous dites, ah, mon mari, il est là. Votre fille, elle est en train d'accoucher à Miami, mais elle ne veut pas vous faire de la peine parce qu'il y a 8 heures de calage. Alors, elle ne dit rien. Enfin, il y a 6 heures. Alors, vous avez mal au ventre. Je ne sais pas pourquoi, il faut que j'appelle Stéphanie. Mais arrête, t'es folle, mais tu sais quelle heure il est là-bas? Je ne sais pas. Moi, écoute, c'est ma fille, j'ai mal au ventre, il faut que je l'appelle. En fait, elle est en train d'accoucher l'autre. Ah, pourquoi? Parce que le père, la mère et la fille sont sur le même Wi-Fi, sur le même réseau. Donc, un, il sent ce que l'autre, il sent. C'est logique. Il dit pourquoi? Parce que tout ce qu'on a eu, créer la proximité, l'investissement, et l'amour, et changer les couches, et aider au devoir, et prendre dans ses bras quand elle a été déçue ou qu'elle s'est pris le stress avec sa mère, avec son père, c'était pour créer cette dépendance-là. C'est pour créer ce lien invisible. C'est pour créer ce réseau. D'accord? Ce qui fait qu'après, les gens qui s'aiment, ils sont dans le même réseau. Maintenant, ce réseau-là, il vient de quoi? Il vient de la volonté. Parce que l'amour, c'est la communion des volontés. La volonté vient de la Neshama. Dis-moi, quand le corps, il est parti, tu crois que la Neshama, elle a disparu? Chez les goïms, c'est comme ça. Tu dis, oui, c'est éteint. Bon, déjà, c'était pas une lumière de son vivant. On te dit, il nous a quittés. J'ai du mal avec sa disparition. Non, en vérité, non. Quand il était vivant, il était 5% physique et 95% spirituel. Et quand il est mort, il est 80% spirituel. Or, le monde des vivants et le monde des morts, c'est le même endroit. Vous savez ça? Non? Vous croyez qu'ils sont loin? Non, c'est une autre dimension de la même dimension. Ça veut dire que pour les corps, il y a un problème de vitesse et de distance. Parce que pour aller à New York, il faut 8 heures d'avion. Mais pour la Neshama, elle est ici et là-bas en même temps. Donc tu fermes les yeux, c'est comme si tu es en train de parler avec quelqu'un, il est assis dans le canapé, et après tu fermes les yeux. Tu continues à parler. Quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, c'est pas la voix que tu entends, vous savez, c'est pas 2 fils qui sont tendus, un fil avec 2 yaourts. C'est la voix, elle est reconstituée. Donc quelle différence maintenant que tu parles avec quelqu'un qui est en Amérique ou quelqu'un qui n'est pas dans ce monde? C'est pareil. Au contraire, ouais, l'amplitude de l'action, elle est plus forte quand la personne, elle est décédée que quand la personne... Vous savez qu'ils ont plus créé de Beth Rabad depuis que le rabbi est mort. Ben oui, parce que même le corps, il limite l'extension. Donc quand il n'y a plus de corps, il n'y a plus de limite. C'est comme si tu enlèves l'abat-jour, il y a plus de lumière qu'avec un abat-jour. Donc quand on enlève un rabat-jour, il y a plus de simra que quand il y a le rabat-jour. Vous avez compris l'idée? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on perd quelqu'un, numéro 1, on doit dire merci pour les années qu'on a eues. On ne dit pas raval pour les années qu'on n'a pas eues. Puisque la date de la disparition, elle était fixée depuis la naissance. C'est que les gens, on croit que les gens ils meurent jeunes ou ils meurent vieux. Non, les gens meurent le jour de leur mort. Ça a l'air un peu évident, mais... Parce que nous, quand quelqu'un dit ce que Dieu veut, quand il a 40 ans, jusqu'à 120 ans, quand il a 60 ans, jusqu'à 120 ans, mais quand il a 120 ans, tu dis à ce soir, c'est bizarre. Donc en vérité, la personne, elle va mourir le jour de sa mort. Maintenant, le problème, c'est comment elle le vit et comment nous, on le vit. Nous, on le vit, c'est une logique d'amputation. D'accord? Si la personne, elle est malade pendant 3 mois ou pendant 3 ans, et on te dit, vous savez, pas bien, ça va pas, les résultats sont pas là, on a refait la biopsie, mais si c'est soudain, alors c'est beaucoup plus dur.
Pourquoi? Entre guillemets, avec tout le lécafsrout possible, parce qu'on n'a pas eu le temps de s'habituer. Maintenant, en vérité, c'est une erreur. Parce que tous les jours, on devrait être conscient que nos enfants vieillissent, nos parents vieillissent. Tous les jours, on devrait penser à la mort des parents. Tu dis, tout. Mais non, parce que quand tu penses qu'ils vont partir, qu'est-ce que tu fais? Tu les appelles tous les jours. Quand tu penses qu'ils vont partir, tu passes du temps avec eux. Et c'est vrai, regarde la fille, le garçon, ils naissent, ils grandissent, ils font les devoirs. Après, ils partent à la yeshiva, après ils se marient. Quand est-ce que tu as profité? Wallo. La fille, tac, 15 ans, 16 ans, tac, elle part au séminaire, elle se marie. Quand est-ce que tu l'as vue? Jamais. Maintenant, si vous avez la chance d'habiter dans une proximité, où vous pouvez traverser la rue, aller les voir, ou faire une demi-heure de route et passer du temps ensemble, allez-y. Ah, mais on est pris par le travail, on n'a pas le temps. Et après, quand il part, ah, j'aurais voulu lui parler. Qu'est-ce que j'aurais donné? J'aurais donné 10 ans pour pouvoir passer 10 minutes. Mais tu avais 10 ans, tu n'as même pas passé 10 minutes. Ils sont bizarres, les gens. Donc après, c'est quoi? Il faut gérer la frustration. Ça va? Alors, dans la frustration, c'est un process. Alors, je vous donne une image. C'est comme quelqu'un que l'Oralénou, il a attrapé une gangrène du pied. L'Oralénou, l'Oraléchem, qu'Hachem vous protège à tous. Et il va voir le docteur. Écoutez, j'ai très mal au pied, j'ai le pied enflé, il a une odeur bizarre. Le mec, il enlève sa chaussette. Ouah, le papier peint, il tombe. Ah! Il dit, mais c'est pourri, monsieur. C'est la gangrène. Il dit, mais la gangrène, je croyais que c'était dans les films de pirates de l'époque. Mais non, monsieur, c'est concret. Vous savez, il y a certaines formes de diabète qui génèrent ça. Les gens, ils se font couper un doigt, un pied. Alors, le médecin, il dit, écoutez, la gangrène, c'est un pourrissement. Ça remonte, ça empoisonne le sang. Ça monte ces petits sémis jusqu'au cœur, vous êtes mort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper. Le mec, il dit, mais je ne veux pas couper. Moi, j'aime mon pied. En plus, qu'est-ce que je vais faire avec un seul pied? Et puis, les chaussures, ça se vend par deux. Qu'est-ce que je vais faire avec la deuxième? Et puis, je suis attaché à mon pied. Et puis, c'est ma manière à moi de prendre mon pied. Enfin, il est très, très embêté. Et le médecin, il lui parle, il lui explique, il lui parle, il lui explique. Et après, il réfléchit. Et après, il décide. Il accepte. Et après, on fixe la date pour l'amputation. Après, on fait l'amputation. Après l'amputation, cicatrisation. Après, on lui met un pied en plastique. Et le mec, il n'avait jamais fait Sarcelles, Saint-Brice à pied. Maintenant, il fait le marathon de New York. Ouais, il s'habitue à courir avec la rééducation. Après, il court. Après, il a écrit le routard tunisien. Il faut voir tout ce qu'il a fait, le gars. Ouais, un mec qui sortait jamais de chez lui. Donc, en fin de compte, non seulement que son pied, il l'a compensé, mais en plus, il a atteint un niveau. Il a complètement, entre guillemets, fait le deuil. Et c'est ça, faire le deuil. D'accord? Maintenant, tu as une déception sentimentale. Le mec, il s'est foutu de toi, il est parti. Il faut faire le deuil. Tu as raté la prépa d'HEC de 1 point. Tu veux mourir. Parce que de tous les jours, 5h du matin à minuit, tous les jours, tu as raté d'1 point. Ou tu te jettes par la fenêtre, ou tu passes à autre chose. Et donc, il faut amputer. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas cicatriser tant que tu n'as pas amputé. Tu ne peux pas amputer tant que tu n'as pas réfléchi. Tu ne peux pas réfléchir tant que tu n'as pas... non, qu'est-ce que j'ai dit? Tu ne peux pas cicatriser tant que tu n'as pas amputé. Tu ne peux pas amputer tant que tu n'as pas décidé. Tu ne peux pas décider tant que tu n'as pas réfléchi. Vous me suivez ou non? C'est un process. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu vois des gens qui regrettent d'avoir amputé, c'est qu'ils n'avaient pas décidé. Quand tu vois des gens qui n'arrivent pas à décider, ils te disent, j'ai pas encore assez réfléchi. Maintenant, dans n'importe quel phénomène de renoncement, un mec qui t'a planté de 50 000 euros, d'accord? T'as les nerfs, t'as les trucs, t'as fait les recours, il t'a planté. Il a fait ça légal, cachère, normal, t'es planté. T'es planté, d'accord? À toi, il t'a dit, je t'en prie, prête-moi 50 000, je vais faire du business. Après, il t'a dit, tu veux pas des parts dans la société? Tu as dit, ok, bah, c'est mieux que d'avoir des trucs. Après, il a déposé le bilan. Après, tu lui dis, rends-moi l'argent. Je dis, mais t'as pas fait un prêt, t'as fait un investissement. Eh ben, t'as perdu, des fois on gagne, des fois on perd. Mais tu m'avais dit que c'était un prêt. C'est planté légalement, ce qu'on appelle un escroc religieux. Il t'escroque, mais avec le sourire. C'est comme les gens qui reconnaissent la dette, et quand tu leur dis, bon, ok, mais quand tu vas rendre, ils te disent, est-ce que je suis prophète? C'est-à-dire qu'ils ne te rendront jamais, ceux-là. Qui diront, moi, 100 euros par 100 euros. Non, moi, c'est ou tout, alors c'est rien, c'est oublie-les. Fais une amputation, compte-le en maaser, rajoute-le dans la capara, mais oublie-le. Pourquoi? Parce que toi, tu dis, non, moi, je suis pas comme ça, moi, je me laisse pas marcher sur les... Moi, je me bats, ok, mais quand tu as tout fait, que ça marche pas,
Donc tu as perdu 50 000, plus 2 ans de haine, plus 14 ans de Roma. Ça fait 16 ans plus 50 000. Chaque année, tu aurais pu mettre 10 000 de côté. Donc ça fait 160 000, plus 50 000, ça te fait 210 000. Et c'est toi qui as tout perdu. Parce que lui, il est tranquille, il est à l'aise, il est déjà en train d'embrouiller un cinquième mec après toi. Parce qu'il a pris la main maintenant, il a vu comment il fallait faire. Vous suivez ou non? Donc ça veut dire que lui, il t'a planté de 50 000, mais toi, tu as rajouté les 160. Ouais, lui, il t'a mis un mot méchant, mais toi, tu as fait la gueule pendant 2 ans. L'autre, il a refusé de t'inviter à Pessah, et toi, tu t'es séparé de toute la famille. Donc, en fait, tu t'es fait plus de mal que le mal que l'autre, il t'a fait. En français, ça s'appelle savoir renoncer. En hébreu, ça s'appelle levater. C'est pas du tout l'endroit où on fait ses besoins. Surtout quand ils sont closettes en plus. Ouais. Ça va? Il faut être mévater. Il faut être mévater. Même si tu veux, non? Laisse glisser. Les gens, non, jamais, jamais je lâcherai, jamais. Alors il y a deux solutions. Soit ils ont l'espoir vraiment de pouvoir récupérer, mais comment tu vas récupérer un mort? Soit en vérité, ils se servent de ça pour éviter d'avoir assumé la suite. Parce que vous savez la différence qu'il y a entre un prétexte et une raison. Vous savez ou non? Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, il vous dit non. Après vous dites pourquoi, il vous donne une raison. Comment vous savez si c'est une raison ou un prétexte? Vous savez pas? Ben c'est très simple. C'est parce que la raison est raisonnable. Alors que le prétexte n'est pas raisonnable. Donc quand la personne dit bah c'est comme ça, écoute, j'ai pas envie de réfléchir, je ne sais même pas pourquoi, ben c'est comme ça. Ça s'appelle un prétexte. Mais quand la personne t'explique ce qui s'est passé vraiment, et tu sens qu'elle est dans une logique de BF, c'est-à-dire de bonne foi, il n'y a pas de problème. Mais si tu arrives à suspecter ou à préciser qu'il y a un taux de FTG qui est beaucoup plus grand que la masse de la réalisation personnelle, le FTG en psychologie, c'est comment dire en anglais? Foutage de gueule. Quand tu sens que le taux de foutage de gueule il est supérieur à la sincérité, tu as compris que c'est un prétexte, c'est pas une raison. Alors encore une fois, moi je parle pas par rapport à l'autre, parce que là je vous regarde et je vois que chacun il pense à l'autre. Il dit ah là là, comment il connaît mon mari? Mais ça n'a rien à voir. Arrêtez de penser à l'autre, il faut penser à soi. C'est le travail, c'est pour soi, c'est pas pour l'autre. Parce que l'autre aussi il est en train d'écouter en même temps que vous. Ouais. Ou alors vous dites dommage qu'il n'est pas là. S'il n'est pas là, ça veut dire qu'il ne voulait pas être là parce qu'il ne méritait pas d'être là. C'est comme ça la vie. On est là où on doit être. C'est la physique quantique. Ouais. Donc maintenant, c'est quoi l'idée? Bon, ça veut dire qu'il va grandir d'une autre manière, il va changer d'une autre manière. Il faut être positif. Donc ça veut dire que il faut savoir prendre le deuil. Il faut savoir renoncer à 10 000 $, à 40 000 $. Il faut savoir accepter que l'enfant, maintenant, il doit quitter la maison parce que grâce à Dieu, il a trouvé la femme de sa vie. Il faut accepter qu'il ne sera pas médecin parce que son rêve, c'est d'être pâtissier. Voilà. Tu dis, mais c'est pas possible, il a un potentiel, il a un truc. C'est parce que toi, tu es plombier, que tu rêvais d'être médecin, que tu l'as pas été, que tu voulais que lui il soit. Mais lui, il peut pas être ce que tu n'as pas été. Il peut être ce que lui, il veut être. Sinon, il peut te faire plaisir et devenir médecin. Après, tu t'étonnes qu'il s'inscrit au cours de Masterchef et tout ça. Il fait des gâteaux avec les intestins des clients en chirurgie. Tu dis, mais il a une frustration, ce petit-là. Ben, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que chacun, il doit vivre sa vie et être un exemple pour l'autre qui est à côté de lui. Il dit, ça, c'est un générateur. Générateur. Pourquoi? Parce que le principal, comme il a dit Albert Einstein, vous l'avez jamais entendu ça là. Il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. Ouais, c'est beau. Pour c'est un truc, il faudrait 5-6 heures. Je sens que vous n'avez pas la patience. Je sens qu'il y a déjà, parmi vous, déjà qui prient pour que je m'étouffe. Donc, Burt Leister, très connu, acteur des années 60. Donc, non, parce que là, ça fait 1 minute 19. Donc, et puis il fait chaud. Vous vous dites, on va tous sortir en saumon fumé. Mais ça fait partie du projet. Parce qu'ils ont oublié d'acheter le saumon, donc il est sur vous, sous les aisselles en général. Donc,
Donc ça veut dire quoi? De quoi je parlais? Albert. Albert, il a dit le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est un très très grand chidouche. D'accord? C'est un grand enseignement. Mais ça fait de la peine pour Albert, dont on n'a jamais retrouvé les défilines. Il paraît qu'il, malgré qu'il prenait des antiseptiques, il est resté sceptique. Parce que c'est marqué dans la Torah. Ubechokotai Téléchou. Ouais, c'est quoi Téléchou? Vous irez. C'est pas un ancêtre de Télécom, ça n'a rien à voir. Ouais. Téléchou, vous irez. Alors des fois la Torah elle dit Tishmeru, vous garderez. Tarasu, Tekayemu. Ouais. Et des fois la Torah elle dit Téléchou. Maintenant, pourquoi la Torah dit Téléchou? Vous irez, c'est le verbe lalechet. Or bizarrement le verbe lalechet, on dit dans la prière le matin, Altikri alichot, et là, alachot. Ne dis pas alichot, déplacement, mais alachot. Quel rapport entre la loi et le déplacement? Alors le Zohar il dit Adam Oler, un homme il va. Ça veut dire que la halacha, c'est le mode de déplacement d'un juif. C'est le GPS du juif. C'est l'halacha. Si vous allez me dire oui, mais ça va pour les religieux, mais quand on n'est pas religieux, comment on fait? Eh bien, tu fais comme les patos, tu te plantes. Bah oui, parce que ça fait, d'après eux, ça fait 15 milliards d'années qu'ils cherchent le bon chemin. Nous, ça fait que 5000 ans. On ne peut pas trop se plaindre, ouais. Mais nous, on a un chemin qui est tracé, il est clair. Ouais, l'halacha. Après, quand tu la vis bien, tu la vis mal, tu la vis avec compréhension, tu la vis avec ignorance, tu la vis avec la contrainte, avec la frustration, ou avec intelligence et avec amour. Ça, c'est ta préparation psychologique. Ouais. Mais l'halacha, c'est l'halacha. Grâce à Dieu, on est... Quand j'étais à la Shiva, des fois, je montais sur ma chaise et je me mettais à danser. Donc, les copains, ils croyaient que j'étais fou. Ce qui n'était pas entièrement faux. Alors, il me disait, Meria, une fois, le Rav est rentré, il m'avait en train de danser comme ça. Il m'a regardé avec des yeux, genre, celui-là, il faut que j'appelle le SAMU ou les urgences psychiatriques. Alors, ils m'ont dit, mais pourquoi tu danses? Je dis, parce que moi, avant de rentrer à la Shiva, j'ai fait une crise de philo entre l'âge de 13 ans et l'âge de 19 ans. Crise de philo, ça veut dire que je n'ai pas pris un livre de philo, mais je réfléchissais toute la journée, en moyenne pendant 10 heures par jour. Après, quand je suis arrivé en terminale, le prof il me disait, ça c'est Goethe, ça c'est Oppenheimer, ça c'est Kant. Et moi, j'ai jamais ouvert un bouquin de philo. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de travail avec ma tête. Et vous savez qu'il y a des erreurs qui sont belles. Il y a des erreurs qui sont démontrées, il y a des erreurs qui sont enseignées, il y a des erreurs qui sont héritées, mais qui sont fausses. Mais la Torah, chaque mot, il est vrai. Chaque Tosfot, il est vrai. Chaque Mishnah, il est vrai. Chaque Passouk, elle est vraie. Tu baignes dans le vrai. C'est énorme. Alors, je chantais de joie. Parce que tu te rends compte quand tu étudies un truc pendant 30 ans et qu'à la fin, le prof, il dit, tu sais, c'est des conneries. Oh! Quand tu étais physicien pendant 23 ans et après, on te dit, mais non, c'est la théorie des particules. Donc, avant, c'était faux. Newton, il s'est planté. Quoi? Quand tu as fait 14 ans de médecine traditionnelle et on vient, on te dit non, l'avenir c'est la génétique, tu dis mais alors quoi, j'ai perdu ma vie, tu as perdu ta vie, c'est rien, tu as perdu ton cerveau, tu as tout perdu. Donc quand tu sais que chaque mot de la Torah il est vrai, mais on devrait danser de joie d'avoir la chance. Imagine, tu serais né au Congo là-bas, dans une case, ouais, et ta mère elle te dit allez mon gourou, va chercher l'eau, et toi tu marches sur le chemin, Angale mongo zongo nianama, atamangingongongon, pieds nus, et tu arrives chez toi. Tu ramènes l'eau, elle te dit, mais non, c'était pas l'eau qu'il fallait, c'était le téléphone, allô? Ouais. Donc, Baruch Hashem, t'es né dans une famille, il y a la Torah, il y a la Kedusha, il y a les Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a les Rabbanan, il y a tes ancêtres, il y a les Tzadikim, il y a la Kedusha, la Shekhinah de ta mère, il y a la Shekhinah de ton père, mais t'es milliardaire en dollars. Mais toi, tu crois que c'est normal. Tu dis, grâce à Dieu, ça va, c'est bon, on n'est pas, faut pas exagérer. Et après, tu te plantes là-bas, tu te plantes là-bas, tu te plantes là-bas, tu te plantes là-bas, tellement que tu es devenu une plante verte, à force de planter. On te dit, il y a une halakha. Il y a une halakha dans le couple, il y a une halakha dans l'éducation, il y a une halakha dans le business, il y a une halakha dans la pudeur. Il y a même des halakhot dans la conception des enfants. Il y a des lois, baba. Tu veux fabriquer un cheval? Vas-y, reste naturel. Tu veux fabriquer un sadique? Il y a des manières de faire. Ah, écoutez, si le bon Dieu, il s'occupe même de ce qui se passe dans le lit. C'est comme tu veux. C'est écrit dans le Data Kedusha que si la femme, elle est excitée et épanouie sexuellement, au moment où elle reçoit la semence, l'enfant sera intelligent. Mais si elle est froide, parce qu'elle est dans les nerfs, où il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu de préliminaire, et ça s'est fait vite fait,
comme des chevaux. L'enfant, il est khmar. C'est, imagine, toi, tu as voulu kiffer ça, tu as fait ça en 5 minutes comme un chien. Et pendant 34 ans, tu as un brel à table. Et tu sais d'où il vient. Puisque c'est toi qui l'as fait. Je dis, mais c'est horrible. Je sais, vous pensez à vos enfants, je sais, mais restez objectif, d'accord? C'est-à-dire que quand la Torah, elle te donne des règles, ouais, il faut être doux, il faut être gentil, il faut draguer déjà depuis le premier jour de la Nida. La Nida, pas le soir du mikvé. Tu fais la gueule pendant 15 jours, après tu viens avec un bouquin de fleurs. Elle comprend pas ce que tu veux. Dis, moi je comprends pas, tu m'as insulté il y a 5 minutes pendant que tu me dis je t'aime. Donc en fait, tout ce que tu fais comme préparation, c'est pas seulement la femme que tu prépares, c'est aussi le réceptacle de ta semence. Et si ta semence, elle est reçue dans un réceptacle qui est épanoui, qui est heureux, qui est amoureux, qui est excité, l'enfant, il va être racham. Maintenant, allez expliquer ça à un scientifique. Et si vous allez dire, mec, le Ramban, il a vécu en 114, comment il peut donner une explication pareille? C'était le Moyen-Âge. Le problème, c'est que le Ramban, si vous avez un jour à perdre, un jour, vous allez à Montpellier. Et vous rentrez à la faculté de médecine. Et dès que vous rentrez à la faculté de médecine de Montpellier, il y a la statue du Ramban. Comment c'est possible qu'à une époque où il y avait un antisémitisme ouvert et déclaré, ils ont mis la statue du Ramban au Moyen-Âge dans la fac de Montpellier de médecine? C'est bizarre. Deuxièmement, la fac de médecine de Montpellier, c'est la seule aux États-Unis qui est reconnue sans avoir besoin de passer une équivalence. Vous savez ou non? Pourquoi? Parce que c'était la première fac de médecine au Moyen-Âge, la première, dans toute l'Europe. Maintenant, cette fac, elle avait une caractéristique un peu spéciale, c'est qu'il fallait parler l'hébreu pour apprendre la médecine. Pourquoi? Parce que tous les enseignants, c'était des rabbins. Et quand vous allez à la fac, c'est marrant parce que j'ai dit ça hier soir, et il y a un monsieur qui m'a dit, vous savez, moi j'ai fait mes dentaires à la fac de Montpellier, et il y avait une plaque avec les noms des rabbins de l'époque. Dis-moi, tu peux m'expliquer comment un rabbin qui n'a pas le droit de faire l'autopsie, donc il ne connaît pas l'anatomie intérieure, il peut donner des cours de médecine? Ah, t'as du mal, c'est normal. Ouais, parce que c'est marqué Sod Hashem l'Iréal. Le secret de Dieu, il est à ceux qui le craignent. C'est qu'Hachem, il va donner la chorma de comprendre la médecine à quelqu'un qui n'a jamais ouvert un corps. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Il dit que la semence de l'homme, elle est faite comme le sang, et qu'elle est faite d'éléments extrêmement petits, et chacun d'entre eux contient toutes les caractéristiques physiques et psychologiques de la personne porteuse de cette semence. Pour les gens qui pratiquent la voltige aérienne avec du tissu, ce qu'on appelle les cerfs-volants, c'est-à-dire que le Ramban, en 1114, il parle de l'ADN. Je ne sais pas si vous... Maintenant, si le Ramban, il parle de l'ADN en 114, alors qu'ils n'avaient même pas le microscope, ils n'avaient même pas le concept de la cellule, ils n'avaient même pas compris que le sang, il était porteur d'une structure unique chez chaque personne. Tu te rends compte de la distance qu'il y avait entre un mec du Moyen-Âge, un Baha du Moyen-Âge et le Ramban? Donc si le Ramban, il te dit que si la femme, elle est épanouie au niveau intime, l'enfant, il est intelligent, crois-moi qu'il sait de quoi il parle. Parce que ne compte pas sur le CNRS, qui en ont à peu près pour 22 000 ans. Parce qu'ils viennent de découvrir la génétique il y a 10 ans, alors que là, il y a 1000 ans déjà, ils en parlaient. Donc ils sont bons, mais ils sont longs. On le dit d'ailleurs, trop bon, trop long. C'est long. Hein. Les gens qui réagissent pas, c'est qu'ils sont longs. On le dit d'ailleurs, mais qu'est-ce que t'es long? Des fois, ils sont même des bandes de longs. Ils s'organisent même des dîners de longs. C'est spécial. Donc si vous comprenez ça, ça veut dire que la halakha, c'est le chemin d'un juif. Oui. Maintenant, encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je ne sais pas parce que je suis rabbin que je dis ça. Je vous dis, j'ai exploré, j'ai réfléchi, j'ai parlé avec des scientifiques, avec des bouddhistes, avec des chercheurs, avec des psychanalystes, avec des psychologues. Je ne suis pas spécialement idiot. Donc si je vous dis que la halakha, c'est le chemin, ouais, c'est aussi parce que le Maharal, il dit à Torah, c'est Aderer. Maintenant, quand tu sors du chemin, on appelle la Havor min Aderer. Et la Havor, c'est Avera. Donc une Avera, c'est quoi? C'est sortir du chemin. Maintenant, quand la Torah, elle t'a dit le deuil, et les Chachamim, ils t'ont rajouté les lois du deuil,
Ça veut dire qu'en fait, ils t'ont donné le mode de thérapie pour arriver à gérer l'absence physique. Mais chas v'shalom, que tu rentres dans la frustration spirituelle de la personne. Moi, j'ai perdu mon père il y a pratiquement 11 ans. Mais je lui parle tous les jours. Papa, je vais faire ça. Papa, je t'en prie, aide-moi. Papa, je vais faire cours à Saint-Brice. Donc, trouve-moi les mots pour ne pas les saouler. Je prie. Des fois, je vais pour prendre un avion. 1 ou 2 fois par semaine. Et des fois, je suis en retard. Et vous savez, le vol, il est fermé. Vous savez, vous connaissez ce principe. Quand le vol est fermé, tu montes, tu descends. Un président de la République. Et moi, je cours. Et je dis, papa, je vais à Toulouse. J'arrive pile à l'heure. Si je rate l'avion, je vais rater le cours. Je t'en prie, aide-moi. J'arrive là-bas, il me voit le chef de le vol, il me dit, monsieur, venez. Comme ça, devant moi, il dit, s'il vous plaît, Catherine, ouvrez le vol. Il est fermé, le vol. Je suis en retard. Il ouvre le vol. Elle me dit, allez-y, tac. Je dis, merci, papa. Le mec derrière moi, il est collé. Hein. Monsieur, le vol est fermé. Toute la journée, c'est comme ça. Je te dis, l'amplitude de leur pouvoir, elle est grandie par la disparition. Mais si toi, tu les rejettes, ou tu les repousses, ou tu refuses la vie, ou tu penses que d'être Bessimra, c'est une trahison, en vérité, tu les rends tristes. Moi, ma grand-mère, elle racontait que quand elle a perdu mon grand-père, elle pleurait. Elle allait tous les vendredis, elle pleurait sur la tombe. Et son mari, mon grand-père, il est venu en rêve, il était spécial. Hein. Lui, il avait fait Chavouta avec le petit-fils de Rabbi Yaakov Persera, à Tafilalet. Et il lui disait, arrête de pleurer parce que à cause de ça, on me fait souffrir là-haut. Et elle a dit, il a rêvé, il était sur un cheval blanc. Alors elle lui a dit, pourquoi tu es sur un cheval? Il a dit, maintenant il m'emmène à Yerushalayim. Maintenant il enterre à Kenadza, en Algérie, il l'emmène à Yerushalayim. Vous savez que les morts, on les fait passer par en dessous, on les emmène à Yerushalayim. Et ma grand-mère, la Nia, elle lui a dit, je veux venir avec toi. Elle a dit, c'est pas encore ton temps. Ils ont vécu 10 ans ensemble. Après, elle était veuve. Tu crois que toute sa vie, elle a dit, j'ai vécu les meilleures années de ma vie? Au lieu de dire, oh là là, on m'a volé mon mari. Vous comprenez la différence? Donc, où tu cultives la satisfaction, où tu cultives la frustration. Or, la frustration est frustrante. La satisfaction est satisfaisante. Oui. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, on doit être dans une vigilance perpétuelle de maintenir sa simcha et en même temps de lutter contre ce qui nous pourrit la vie. Donc, il faut avoir des œillères. Tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas constructif, tout ce qui n'est pas évolutif, tout ce qui est de la polémique, tout ce qui est de la prise de tête, tout ce qui est de la rumba, il faut être comme un cheval, les œillères. Ah, vous allez dire, oui, mais tu n'es pas conscient des problèmes. Écoute-moi bien, tu me parles d'un problème. Si c'est constructif, je m'assois avec toi, on va évoluer ensemble. Si c'est juste pour souffrir, si c'est juste pour remuer le couteau, si c'est juste pour se prendre la tête, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faut la vie avant tout, il faut passer à autre chose. Mais en même temps qu'il faut éviter le mal, c'est ça sur Mera, il faut assez tov. Et tov, c'est quoi? Complet. Non, la traduction, je la connais, j'ai fait l'ulpan. Ouais. Non, d'après la Torah, d'après les Chachamim, Tov, ça veut dire complet. Donc, Assez Tov, ça veut dire devient complet. Ma'asim Tovim, ce sont des actes complets, des actes qui te complètent et des actes qui complètent la réalité. Comme si oui ou non. Voilà. Donc, si c'est ça, ça veut dire que Sour Mera vers Assez Tov, ça veut dire lutte contre ce qui détruit ton potentiel de joie. Et Tov, assez Tov, c'est réalise ton potentiel de joie pour que la joie soit perpétuelle chez toi. Maintenant, quand tu fais les deux actions en même temps, ouais, comme dans le couple, tu évites ce qui fout la pagaille et tu travailles pour construire le couple. Si tu évites, mais il n'y a plus de sentiments, ça ne sert à rien. Et si tu construis des sentiments, mais que tu n'évites pas ce qui fout la pagaille, ça recommence et ça refout la pagaille. Donc, tu es obligé d'avoir une double action en même temps. Comme l'enfant, il faut de la discipline et de l'amour. L'amour pour qu'il s'attache à toi, la discipline pour le redresser. Donc tu es condamné aux deux. Comme dans un système, il y a toujours une structure et un fluide. Comme la plomberie, il y a les tuyaux en cuivre et l'eau qui coule à l'intérieur. Si tu as les tuyaux et tu n'as pas l'eau, c'est juste une déco. Si tu as l'eau et il n'y a pas les tuyaux, il va faire très humide. Parce que l'eau, elle va monter jusqu'ici. Donc il faut les deux. Il faut la structure et le fluide. D'accord? Il faut le cœur
et la raison. Il faut l'homme et la femme. Il faut le bien et le mal. Il faut le chaud et le froid. Il faut l'oxygène et le gaz carbonique. C'est un équilibre perpétuel. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. Pas pour dire à qui elle s'adresse. Non, c'est pour dire que la dualité, c'est le secret du mouvement. Parce que c'est quoi le mouvement? Le mouvement, c'est l'effet produit par la contradiction de deux forces opposées. Donc il y a une force qui s'appelle le poids, 12 kg, gravité terrestre, et une pression de 12 kg. Donc la pression contradictoire avec le poids crée le mouvement, puisque maintenant tu vois que l'objet se déplace. Donc en toi, il y a Yetzera, Yetzera Tov. Contradiction, contradiction, tac, mouvement. Toi et ta femme, vous n'êtes pas pareil. Contradiction, confrontation, confrontation, compromis, compromis, mouvement. Donc il ne faut jamais arrêter le mouvement. Tu évolues dans ta Torah, tu évolues dans ton couple, tu évolues dans ta relation avec Hachem, tu évolues avec tes enfants. 8 ans, va au lit. D'accord? 18 ans, mon fils, j'ai besoin de parler avec toi. 21 ans, est-ce qu'on peut échanger? J'ai des projets de business, je voudrais entendre ce que tu penses. C'est pas la même discussion, ça évolue. Mais si à 20 ans, tu lui dis va au lit, il va dire papa, je suis marié, c'est comme ça. Donc ça veut dire, vous avez compris maintenant que la joie, c'est un résultat. Ouais, et qu'il faut maintenir le mouvement. Maintenant, encore une fois, la meilleure trajectoire qu'on a trouvée pour le mouvement, c'est la halakha. Et dans la halakha, il y a une halakha qui s'appelle Bitul Berov. Vous connaissez cette halakha ou non? Si vous avez un morceau de cochon, mais garanti taref, qui tombe dans 2 morceaux de viande cachère, ça fait 3, et que vous ne pouvez pas savoir lequel c'est, et qui sont mélangés par inadvertance, d'après la Torah, c'est cachère. Vous pouvez manger les 3. Le seul problème, c'est que si vous êtes 3 à table, chacun il regarde le plat de l'autre. Et ça devient presque de lard. Dans les rondelis, c'est ni de lard, ni du cochon. Maintenant, les chachamim, ils ont dit non, 3 c'est trop risqué, on fait 60 fois. 60 fois, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 60 fois plus de cachère que de taref. Donc, Aodon Kolo, cousin de Marco Polo, si un morceau de cochon, il tombe dans 60 fois plus de viande cachère, c'est fait par inadvertance et qu'on ne peut pas reconnaître le morceau, c'est cachère. Tu peux les manger pour la bar mitzvah de ton fils. D'ailleurs, tout le monde te demandera la recette, mais que tu ne peux pas leur donner. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'elle est bonne, votre dafina? Elle est spéciale. D'accord? Mais c'est, encore une fois, c'est inadvertance. Ça s'appelle Bitul Berov. Donc, je vais terminer avec cette image. J'espère que ça vous fera du bien. Quand un monsieur ou une madame, ils viennent me dire, Rabbi Chitrit, mon mari, il a ce défaut, ma femme, elle a ce défaut, et c'est phobique, je vois que ça me rend cinglé, elle ne change pas, il ne change pas, j'en peux plus, je crève, j'en peux plus. Je dis, écoutez, madame, monsieur, donnez-moi 60 qualités de votre mari, de votre conjoint. Donnez-moi 60. Il y en a qui ont du mal, la vérité. On va se voir après le cours. Ouais. Bien sûr qu'il y a 60. Je rentre, il est à la maison, il est souriant, il est disponible, il m'achète ce que j'ai besoin, il est gentil, il est doux, il est patient, il me laisse évoluer, il m'accepte, il accepte ma mère pendant 17 ans à la maison. Ça vaut pas 3 points, ça? Ouais. Donc, vous trouvez 60. Et quand vous trouvez les 60, je dis, madame, monsieur, quand vous avez trouvé 60 qualités, il faut annuler le défaut dans les 60 qualités. Bitul Berov. C'est là la ha. Les gens ils disent j'ai du mal. C'est-à-dire toi c'est plus chassid que les chachamim. Les chachamim ils ont dit 60, tu dis non, même un morceau jamais il s'annule, c'est devenu le hametz. Ouais. Maintenant moi je vais donner l'exemple avec le conjoint. C'est pareil maintenant, tu as un problème dans la vie. Tu as un PV, tu te prends la tête, tu t'énerves, tu cries. Tu as un contrôle fiscal, tu t'énerves, tu cries. Prends 60 valeurs. Tu as ta famille, tu as tes enfants, tu as le bon Dieu, il t'a donné la Torah. Tu es en bonne santé, tu as des gens qui t'aiment, tu es entouré de gens intelligents, le bon Dieu, il t'aide dans le travail, il t'aide dans ça, il t'aide dans l'éducation. Tu vas trouver les 60. Et après, tu remets dans le contexte, et tu dis, mais ça va, c'est bon, c'est cool. Ouais. Mais si tu restes les yeux figés sur le défaut, même un bouton, il devient un cancer, à force de le regarder. Ça s'appelle la phobie chronique. Mais après, tu te demanderas, pourquoi tu t'es concentré sur ça, et pas sur le reste? Donc vous avez compris que la joie, c'est une vigilance et une dynamique perpétuelle
d'aller chercher les côtés positifs pour régénérer tes réservoirs de joie et en même temps de lutter contre toutes les pollutions qui pourraient remettre en cause les résultats acquis durant toutes ces années de travail. Voilà, Hazak Obaru. Alors, on va juste rappeler donc que le cours est dédié pour Leilou Nishmat et Yehuda Levi Ben Penina. Qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim Israël. Et je veux me permettre d'ajouter mon père, comme dans tous mes cours, Abraham Shimon Ben Simcha, Yehu Ben Aisha, Israël Ben Aisha, et le Rav Chaim Mitzvi Ben Yehuda Rosenberg, et toutes les personnes auxquelles vous pensez, et Rav Israël de Sarcelles, notre sadique qui m'a tellement aidé. Vous savez que 6 mois avant que je trouve ma maison, il m'a dit, à Hanouka, tu déménages. Et j'avais rien. J'ai tellement saoulé que j'avais peur parce que j'avais une grande famille. Il m'a dit à Hanouka. Maintenant, j'ai allumé 4 jours dans une maison, 4 jours dans l'autre. La grandeur du Rav, qui c'était ce Rav Israël. C'était un géant. Bon, enfin, voilà. Est-ce que vous avez d'autres personnes que vous voulez qu'on demande Refoua Shelema? Bon, déjà, j'inclus une longue vie, une bonne santé pour vos belles-mères. Que vous priez tous les jours pour elles. Jean-Luc Aaron. La maman. Ben Ginette Nina. Amen. Il faut dire Amen. Le Amen est le plus important. Et après, Eli Ben Naomi. Amen. Rachel Batraya. Jennifer, Sarah, Bat, Régine Malka, Refoua Shelema. Amen. Martine Sassia, Bat Emma. Amen. Vous savez que les gens, je fais ça après le cours, ils m'appellent, ils me disent, elle est sortie du coma. C'est pas pour moi. C'est pas le cours qui fait de l'effet. C'est le ressenti. C'est ce que vous avez pris sur vous pendant le cours. C'est Nitorerut de Shekhinah. Cette Shekhinah-là, c'est elle qui dit Amen. C'est ça qu'il faut vraiment. Moi, je compte beaucoup sur ces Amen-là. Caroline, Dina, Bat Esther. Caroline, Dina, Bat Esther. Amen. Raphaël Bahir Ben Sipora. Amen. Shimon Ben Simcha. Amen. Yair Ben Ana Israya. Yaakov Ben Ana Israya. Simcha Bat Frecha. Esther Bat Frecha. Amen. Attends, bien, prononce bien. Shirel, Hana, Bat Yael. Amen. Et Awisha Bat Esther. Amen. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. On était 1588 sur Facebook. Yehuda Ben Chala. Chala, comme la Chala. Chana ou Chala? Chana. Yehuda Ben Chana. Amen. Hazak Baruch. Myriam Bat Chana. Amen. André Nathan Ben Maïssa. Amen. Chélie Esther Bat Sipora. Amen. Yosef Ben Zazou. Amen. Oui.